Bonjour à tous, bonjour à toutes. Mise en ligne du premier débat sur le féminisme qui réunit Françoise Vergès et les youtubeuses Carolina de la chaîne YouTube La Carologie et Ruth Noémie. Alors pourquoi premier débat sur le féminisme? Parce qu'il y en aura un deuxième. J'ai voulu diviser le débat sur le féminisme en deux, faire une première partie juste qui réunit des militantes et des femmes féministes, parce que j'en ai marre des débats sur internet sur le féminisme, où on oppose bêtement une anti ou un anti-féministe à une ou un féministe. On prend même pas le temps clairement de définir ce que c'est vraiment le féminisme. En fait, on a juste un débat où on n'apprend rien. On n'a même pas les bases de ce que c'est le féminisme. Donc voilà. Premier débat qui réunit juste des militantes féministes pour qu'on prenne vraiment bien le temps d'expliquer ce que c'est et qu'on en parle lentement et clairement. Et il y aura un deuxième débat sur cette chaîne qui, là, opposera vraiment une anti ou un anti-féministe face à une ou un féministe. J'espère que je suis clair. N'hésitez pas à me suggérer des gens dont la parole est plutôt connue dans les commentaires, que je pourrais peut-être essayer de mettre l'un contre l'autre. Enfin bref, suggérez-moi des personnes que vous voyez bien pour ce deuxième débat. Et n'hésitez pas, si vous voulez, bien sûr, comme d'habitude, à m'envoyer des candidatures pour participer au format auditeur sur ce premier débat sur le féminisme. Donc de préférence des gens qui seraient plutôt en faveur du féminisme et qui estiment qu'on n'a pas parlé assez de tel ou tel pan ou aspect du féminisme, ou etc. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage et à bientôt pour la deuxième partie sur le féminisme qui opposera un ou une anti face à une féministe. Allez, bon visionnage, au revoir. Eh bien, mesdames, bonjour. Bonjour à vous Bonjour. trois. Bonjour. C'est un très grand honneur de vous avoir à mes côtés pour cette émission aujourd'hui sur le féminisme. Alors, on va mettre les choses au clair direct, hein. Ce débat, ce sera la première partie d'un diptyque sur le féminisme. Dans un premier temps, dans ce premier débat, je veux vraiment qu'on prenne le temps de définir au mieux et une bonne fois pour toutes ce que c'est le féminisme. Et ce sera dans une deuxième partie, une deuxième émission dans laquelle je poserai à la fois un féministe et une antiféministe, qui aura vraiment un vrai débat contradictoire. Alors, on va juste mettre les choses au clair. Pourquoi n'avoir invité que des femmes partisanes féministes pour cette émission? Bah déjà parce que dans les faits, les femmes sont moins représentées et moins médiatisées sur YouTube, c'est un fait, que leurs homologues masculins. Ensuite parce que j'estime que pour tenter de brosser le portrait du féminisme, le définir tout du moins, rien de mieux que les premières concernées, à savoir des femmes et des femmes féministes. Et aussi et enfin parce que j'en ai marre des débats sur le féminisme en fait, où les deux parties à chaque fois essayent un petit peu de se tirer la couette de leur côté, on dirait un match de boxe. Le féminisme est jamais clairement défini, et en conséquence l'antiféministe on dirait juste qu'il cherche à défoncer de la féministe, ça gueule à tout va, on n'apprend rien, enfin bref, voilà pourquoi je voulais vraiment organiser ce débat là avec vous aujourd'hui. Alors sachez aussi du coup que ce premier débat servira de base et de matière pour le travail du deuxième débat, du coup, le deuxième débat qui sera contradictoire entre la féministe et l'antiféministe. On va passer aux présentations. Le hasard veut que ce soit Carolina qui passe en première. Salut. Alors, bonjour tout le monde. Je m'appelle Carolina Gonzalez. Je suis étudiante en sociologie en troisième année de bachelor à Genève. Et ça fait 6 ans que je fais des vidéos sur YouTube. Ça fait un peu moins d'années que j'ai commencé à m'intéresser à des thématiques d'ordre social et sociologique. Du coup, je documente l'évolution de ma pensée sur plein de plans différents, notamment aussi sur les questions féministes en vidéo. Et donc, c'est pas rare de trouver sur ma chaîne de vieilles vidéos dans lesquelles je partage un point de vue qui n'est plus du tout celui que j'ai actuellement, mais mon but, c'est de documenter la progression de cette réflexion. Et à cette occasion, je fais des revues de livres. Et d'ailleurs, j'en ai fait une de Un féminisme décolonial, parce que ça fait partie du coup aussi de ma construction. Donc voilà, c'est un peu ce que je fais sur ma chaîne. Et je suis très contente d'être là, donc merci Mathias. Mais de rien. Donc toi, Françoise, bonjour. Tu es autrice du coup, c'est ça, entre autres. Comme Oui, l'a dit entre autres. Carolina, tu es plutôt connue pour des livres comme Le féminisme décolonial ou Le ventre des femmes. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi? Oui, ben moi je suis de l'île de la Réunion, j'ai grandi, mais j'ai vécu dans plusieurs pays. Et en fait, j'écris depuis très longtemps. J'écris depuis très longtemps, de manière militante, je pourrais dire, mais sur des sujets différents, mais toujours. euh, oui, quand je dis militant, ça veut dire contre les injustices et les inégalités. C'est, voilà. Et je me suis retrouvée aux États-Unis, mais pas pour des raisons personnelles. Et c'est là que j'ai fait mes études et c'est là que j'ai fait mon doctorat en théorie politique à l'Université de Berkeley. Et je suis de nouveau en France, vraiment de manière plus stable depuis 2010. Et j'écris, je publie en français et en anglais, des livres et des articles. Et je m'intéresse à la question de la décolonisation. Très bien. Ruth Noémie, salut.
Hello. Alors, moi, donc j'ai terminé l'année dernière donc un bachelor en sociologie et en sciences d'information et de la communication. Et actuellement, je suis en train de faire un master en journalisme à l'ULB, donc à l'université. En fait, moi, je pense que j'ai 26 ans maintenant, je pense que ça fait depuis mes 21, 22 ans que je m'intéresse en fait à la question du féminisme. Et en fait, j'ai eu un peu deux moments sur cette question-là, parce qu'en fait, la première fois, c'était un peu un féministe qui était ce qu'on appelait le féminisme blanc, où c'était un féminisme justement qui a énormément de facteurs que je ne prenais pas en compte, dont justement mon ethnicité et toutes ces choses-là. Et ensuite, plus tard est venue justement ma conscientisation sur l'intersectionnalité et justement la convergence des luttes. Et de là, en fait, parti vraiment, on va dire, mon militantisme. Ensuite, depuis quelques mois, en fait, parce que moi, je suis suisse de base. Là, je suis à Bruxelles, mais à l'habitude, je suis suisse. Et en fait, en Suisse, on ne parle pas énormément en fait, de ces questions. Enfin, c'est très difficile de parler de toutes ces questions de féminisme, de racisme ou toute autre chose, même de l'implication de la Suisse dans l'histoire coloniale ou esclavagiste. Et depuis quelques mois, en fait, je fais des vidéos, je renseigne les gens aussi sur ce pont-là de l'histoire en fait, nationale. Tu m'as un petit peu grillé la priorité parce que je voulais vous demander à toutes les trois, c'était quoi votre rapport au féminisme? Est-ce qu'un jour vous avez eu un déclic? Si oui, lequel? En fait, nous, pareil que comme Ruth, moi aussi j'habite en Suisse. Enfin, bon, Ruth n'habite plus en Suisse, mais du coup, on s'est rencontrés d'ailleurs ici. Et au sujet de ce qu'elle disait, il y a justement une vidéo sur ma chaîne qui va sortir sur ce qu'elle disait sur la Suisse coloniale et tout, parce qu'elle a participé à ça. Petite parenthèse autopromo. Euh, mais du coup, en ce qui me concerne, on a un truc qui s'appelle le travail de maturité quand on arrive à l'école secondaire. Et en gros, c'est un travail qui doit durer à peu près toute l'année, pendant lequel on va s'atteler à se documenter sur un sujet et à produire un document de fin de cursus. Moi, j'ai décidé de le faire sur le sexisme en général, mais j'y connaissais rien, en fait. Juste, j'étais une jeune femme de 18 ans et c'était vraiment le niveau zéro du féminisme, c'est-à-dire vraiment les tout premiers échelons que l'on commence à capter quand on se questionne au début. Et c'est un passage obligatoire, à mon avis. Hein, genre, on ne se réveille pas un matin en ayant compris tous les enjeux, les tenants et les aboutissants des différents féminismes. Mais voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et depuis, ça n'a fait que évoluer, changer, s'affiner. Donc voilà. Toi, Françoise, ton rapport au féminisme, est-ce qu'aussi un jour tu as eu un déclic? Comment est-ce que tu abordes cette question du féminisme? Moi, j'ai grandi avec un père et une mère féministes, mais réellement féministes, et une mère qui était engagée dans une organisation de femmes de l'île de la Réunion. Donc, j'ai été exposée à ça très tôt, et puis même de voir, moi, de constater, puisque mes parents nous emmenaient partout dans les différentes classes sociales, de voir que les femmes partout étaient plus opprimées. C'était une observation, c'était une observation. Je ne peux pas dire qu'à 6 ans, j'avais une théorie, hein, mais je le voyais. Je l'ai vu et donc finalement pour moi ça n'a pas été une découverte à l'université ou dans les livres. En fait, quand je suis arrivée en France, je l'étais déjà. Et, euh, et en fait, ce que disait Ruth, c'est que cette idée qu'il y a des féminismes et que le féminisme que moi j'ai connu n'était pas celui que j'ai rencontré ensuite quand je suis arrivée en France, était pour moi c'était là. Et donc, le fait d'avoir en tête cela a toujours été important. Puis j'ai beaucoup lu. Je me suis, bon, comme dit Carolina, on évolue aussi. On lit plus, on s'intéresse aussi à des tas de différentes manières de lutter. Et donc, on élargit son champ. Mais j'ai toujours été, je peux dire, féministe si on clarifie ce que ça veut dire féministe, évidemment. Bah, Mais, on allait y passer de toute façon, si tu as fini ton propos. Moi, je vous propose oui. que vraiment là, on se mette d'accord sur le thème. Le féminisme, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a un féminisme, des féminismes? Est-ce que c'est juste la quête de l'égalité entre les sexes ou est-ce que ça va un petit peu plus loin? Alors pour moi, le féminisme, il va bien plus loin que seulement l'égalité des sexes et des genres. En fait, pour moi, en fait, toute question qui comprend, enfin qui parle de société, rentre dans le féminisme. Je veux dire, le racisme, c'est une question de féminisme. Comme on a dit, le sexisme, la misogynie, toutes ces choses-là, enfin même la crise du logement, c'est une question de féminisme. Enfin, toutes ces choses-là, en fait, tout ce qui touche à la société, pour moi, ça rend question de féminisme parce qu'on parle en fait d'éléments de société. Enfin, le féminisme, son but,
selon moi, c'est vraiment de pouvoir en fait permettre aux gens non seulement d'avoir le choix de faire ce qu'ils veulent de leur vie, mais en plus d'amener en fait aux gens à pouvoir jouir en fait de la vie d'une manière d'une manière similaire, quoi. Parce que pour le moment, il y a énormément d'inégalités et justement, c'est ces inégalités-là qu'on aimerait enlever. Et ces inégalités, en fait, elles vont vraiment toucher toutes les strates de la société. Donc, moi, le féminisme, c'est vraiment et d'où justement l'importance de la convergence des luttes, c'est parce qu'en fait, ça touche énormément en fait de questions. Enfin, par exemple, moi aussi, je suis pas mal impliquée dans la question de l'écologie et aussi dans l'écologie, ça aussi, ça rentre dans la question du féminisme. Et je pense que aujourd'hui, les gens, ils comprennent. Beaucoup de gens ne comprennent pas justement qu'en fait, vraiment, toute question de société ou sociétale peut rentrer dans le féminisme parce qu'on essaie justement d'arriver à une société justement qui donne une parité, une égalité, une équité vraiment à toute personne et dans toutes les strates en fait de la société. Donc, c'est vraiment cette convergence des luttes-là, toute question sociétale et sociale qui, pour moi, est du féminisme. Moi, je pense qu'il faut d'abord être vraiment d'accord sur un constat, c'est-à-dire le constat, c'est qu'il y a une oppression millénaire des femmes. Je veux dire, si on ne fait pas ce constat, si on n'accepte pas le fait qu'il y a une égalité profonde et qu'il y a une oppression, on ne peut pas parler, je veux dire, on va tout de suite dire, oui, mais enfin quand même, ceci, cela. Il faut vraiment faire ce constat, qu'il y a une demande de respect, qu'à travers le féminisme, il y a aussi une demande de respect de la part des femmes, on le voit tout le temps. Hein, par exemple, il y a eu en France là, le cas des féministes, des femmes journalistes sportives qui ont fait remarquer certaines choses. Et puis, alors après, il y a tout de suite, oui, mais vraiment, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus avoir un bisou. Il y a vraiment une question de respect. Il y a une question d'oppression absolument millénaire qui a été renforcée par des lois, qui a été renforcée par des normes culturelles, par des normes sociales, et qui ont fait que les femmes n'ont pas le même accès au logement, à des logements décents, à la santé de la même manière, au capital, à la promotion, et que donc, en fait, la société, elle est construite sur cette inégalité. Et pour moi, le féminisme, c'est d'avoir une libération de toute la société. Et le féminisme que moi, je défends, c'est un féminisme qui ne peut être qu'antiraciste, qu'anti-capitaliste, c'est-à-dire anti, justement, cette oppression, et l'oppression d'autres peuples pour que l'Europe soit une vie plus confortable, enfin, ces inégalités. Donc, à la fois des inégalités, on pourrait dire, de la société, mais qui s'étendent vraiment au monde. Et comme le disait Ruth, il n'y a pas de champ social ou culturel où la question de l'oppression n'entre pas. Il y a pas, on peut pas, voilà, l'environnement, c'est pas neutre. La manière dont les villes sont construites, c'est pas neutre. Je veux dire, par exemple, le féminisme, c'est de dire pourquoi toute femme, toute jeune fille, toute petite fille va savoir qu'on ne se promène pas seule à 3 heures du matin. C'est pas écrit, hein. Il n'y a aucune loi, il n'y a pas écrit, interdit, je dis 3 heures, mais ça peut être 2 heures du matin, et on le sait. Et on le sait. Donc, ça veut dire que la ville, par nature, normalement, ça a été normalisé. Elle est inhospitalière. Elle est inhospitalière aux femmes, aux noirs, aux arabes, aux queers, aux migrants, aux réfugiés, aux sans-logis, aux personnes âgées. Et donc, il y a le féminisme que je défends, c'est de comprendre que le monde qui est construit autour de nous, il n'est pas naturel, il a été fait par des êtres humains, c'est pas la Terre qui tourne autour du Soleil, là. Et donc, il peut être je veux dire, toutes les inégalités peuvent être défaites. Et le féminisme, c'est la libération de toute la société, pas simplement des femmes. Parce que les femmes étant les plus opprimées, quand elles seront libres, et parmi les femmes les plus précarisées, les plus vulnérables, les femmes noires, les femmes musulmanes, quand elles seront libres, toutes les femmes seront libres et toute la société sera libre. Dans une optique d'imager un petit peu ton propos, est-ce que pour les auditeurs, tu aurais un exemple de loi qui irait à l'encontre des femmes ? Bon, il y a les lois, par exemple, contre les femmes musulmanes, déjà, qui sont des lois, par exemple, contre le voile, hein, qui sont... en France, c'est pratiquement une obsession, c'est une totale obsession. Il y a encore 3 articles qui viennent de voter, notamment d'interdire aux mères, aux mamans voilées d'accompagner les enfants dans les visites. C'est absolument scandaleux. Les femmes interdites au burkini. Et ce sont des lois. C'est quand même la France, dès 2004, qui a voté une loi contre le voile. Ça, c'est par exemple des lois. Il y a aussi... il y a parfois... quand je dis des lois ou je dis des normes, c'est que parfois il y a des choses qui sont presque normales, ou alors c'est parce que c'est à l'intérieur de catégories. Par exemple, voilà, justement, pour être concret, les femmes de ménage, elles appartiennent à une catégorie dans l'échelle des catégories socio-professionnelles, comme on dit, qui font qu'elles peuvent être sous-payées, sous-qualifiées. De fait.
alors qu'elles font un travail absolument essentiel. Donc, il y a à l'intérieur même de toute une série de choses, il y a aussi dans les plaintes que les femmes portent, dans l'accès, et quand je dis à l'accès au travail, c'est par exemple, il y aura plus de femmes infirmières que de femmes chirurgiennes, parce qu'il y a comme des interdits. Donc, il y a des lois écrites et des lois non écrites. Il faut penser aux deux. Parce que si on voit que les lois, on va tout de suite me dire oui, mais enfin ça s'est arrangé. Et puis juste une dernière chose, c'est qu'en France, il y a des lois qui sont très très tardives. Le fait qu'une femme puisse avoir son chéquier ou puisse avoir un travail sans l'autorisation du mari, c'est les années 70. C'est pas si vieux que ça. C'est pas, il y a pas 25 siècles. Il y a pas longtemps. Donc vraiment énormément. La société est organisée sur l'inégalité. Carolina? Ouais, je suis d'accord. Enfin, je ne peux qu'acquiescer parce que du coup, personnellement, le féminisme, comme je disais, moi, c'était quelque chose d'assez flou au départ. Puis c'était, quand j'ai commencé à me questionner là-dessus, c'est vrai que c'est le féminisme occidental universaliste auquel on a accès en premier le plus facilement. J'ai commencé, moi, enfin, les premiers livres que je lisais, c'était Les Femmes, c'était Ina Shevchenko, tout ça, dont je respecte en soi la lutte. Genre, c'est pas pour rabaisser l'engagement de qui que ce soit, mais c'est vrai que c'est une vision du féminisme qui n'est absolument pas représentative de toutes les problématiques en fait qui méritent d'être abordées. J'ai été très vite submergée par la quantité de différents courants qui existaient. Et aussi par la difficulté de savoir me situer dans ces courants parce que je ne sais pas dans quelle mesure je peux être concernée par telle ou telle problématique. Pour donner un exemple, puisque j'imagine que sur cette chaîne, il y a plein de personnes qui ne savent pas trop de quoi on parle quand on parle de courant féministe, pardon. Il y a donc le féminisme qu'on appelle le blanc universaliste européen, quoi. Et bourgeois d'ailleurs, mais il y a aussi le féminisme qu'on peut appeler queer, donc qui s'inscrit dans les luttes LGBT. Il y a ce qu'on appelle le féminisme radical, qui est encore un peu différent. Enfin, en vrai, moi, je ne saurais pas définir bien les différences, mais ça s'inscrit toujours dans des thématiques spécifiques. Par exemple, dans les mouvements queer, ben, on va pas parler de la même chose que dans le féminisme lesbien radical, c'est pas la même chose. Alors qu'on pourrait se dire, bah, lesbienne, c'est LGBT, c'est queer, mais non, c'est plus compliqué que ça. Il y a le féminisme intersectionnel, il y a l'afroféminisme, il y a l'écoféminisme, il y a enfin bon, là j'ai dit afroféminisme et féminisme intersectionnel. Je pense que Ruth en parlera bien mieux et Françoise aussi, mais en vrai l'afroféminisme c'est une forme de féminisme intersectionnel. Donc voilà, il y a le féminisme avec les femmes handicapées, le féminisme avec tellement de choses qui peuvent se concorder ensemble et c'est toujours des problématiques très spécifiques. C'est-à-dire que c'est dur de justement mettre le nez là-dedans et de se dire bon, moi c'est quoi le sujet me porte, sur quoi je peux agir, qu'est-ce qui me concerne, et surtout quel est le féminisme dans lequel moi je veux m'inscrire. Et ça fait qu'il y a beaucoup de guerres internes au sein des grands mouvements féministes. C'est pour ça que tout le monde dit qu'on se met jamais d'accord, qu'on se tape, on se tape comment on dit? On se tape entre nous, quoi. Genre tout le monde, moi, me dit tout le temps, mais vous passez votre temps à vous bagarrer entre vous, vous vous mettez pas d'accord, je sais pas quoi. Mais parce qu'en fait, enfin, je veux dire, les femmes, c'est la moitié de la population mondiale, c'est normal qu'on n'ait pas les mêmes problématiques. Et du coup, voilà, moi, c'est un peu, c'est encore en cours de réflexion. J'apprends tous les jours encore de l'histoire féministe, en fait. Mais ça implique beaucoup, beaucoup d'engagement, de patience. Il faut aussi avoir de la résilience parce que c'est dur de se détacher de ses a priori et de ses privilèges pour se dire, tiens, c'est vrai que mon féminisme, il est un peu genre centré sur ma personne et qui prend pas en considération des problématiques qui ne sont pas les miennes. Il y a les problématiques, donc comme on le disait, de classe aussi. Moi, j'ai pris beaucoup de temps à comprendre que j'étais une meuf de cité et que j'avais pas les mêmes conditions de vie que d'autres gens qui habitent à Genève. Et en même temps, j'ai de la famille qui habite en Colombie, dans une précarité extrême. Et donc voilà, pour moi, c'est aussi un enjeu qui rentre dans ma manière de percevoir le féminisme et qui a tout changé à ce que je pensais il y a quelques années, qui était du coup un féminisme plutôt blanc, bourgeois, etc. Donc voilà, je trouve que c'est super important déjà de se rendre compte qu'il n'y a pas le féminisme. Ce n'est pas possible. Ouais, ouais. Tu vois, le féminisme de Marlène Schiappa, c'est pas du tout le même que celui que moi je porte. Et même, je ne considère même pas qu'elle soit vraiment féministe. Donc en gros, c'est
en fait, voilà, par exemple, le féminisme d'État, le féminisme qu'on voit, qui est porté par des personnes qui sont censées nous représenter, par les institutions et tout, à nouveau, c'est aussi assez désincarné des revendications de tellement de personnes que voilà, c'est vraiment important de se rendre compte que c'est un vaste sujet extrêmement complexe et que c'est pas juste un truc qu'on peut balayer du revers de la main. Ça mérite vraiment, et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on a des études et des centres de recherche entiers sur les questions de genre et tout ça. Ça mérite vraiment que ce soit un sujet pris au sérieux et qu'on prenne conscience de la complexité de ce que ça représente et aussi de tout le poids politique que ça englobe, en fait. Et que c'est pas juste l'égalité homme-femme. Ça, c'est du pipi de chat de Donc dire ça. Ce n'est pas. définitivement, c'est impossible de définir un féminisme ou le féminisme, quoi. Il Euh, n'y a pas le féminisme, il n'y aura jamais le féminisme. Il y aura des féminismes toujours, toujours. Parce que mais je pense que malgré tout, on peut définir des féministes qui s'attachent à la question de l'État, à la défense de l'État, à la défense de certaines normes. On parle même de féminisme sans femmes, c'est-à-dire un féministe qui ne s'occupe pas de la situation des femmes, des conditions des femmes. Et on peut dire ça, et qui s'exprime de la manière où les femmes à la tête de grands groupes, moi ce que je veux c'est devenir chef d'un grand groupe, d'une grande corporation. Donc tous ces féminismes-là, et qui sont quand même, qui appartiennent un peu au même champ. Et après, je dirais qu'il y a des féministes qui sont des féministes de lutte et qui peuvent être effectivement ancrée dans des conditions spécifiques, parce que si on est une femme non valide, il y a peut-être certaines choses qui ne vont pas être de la même nature, des demandes qui ne vont pas être de la même nature qu'une femme valide, mais il n'empêche que là, il y a quelque chose d'une plateforme quand même commune. À partir du moment où on s'accorde que les féminismes pour lesquels on lutte sont des féminismes contre le racisme, contre les oppressions de classe, contre les oppressions de genre, de sexualité. Qu'il y ait des spécificités, c'est tout à fait normal, mais ces différences-là ne doivent pas être des obstacles. Ouais. Et alors que, par exemple, pour moi, la division, elle est très claire avec ces féminismes que je dis d'État, corporate, de business, tout cela, et qui s'appellent féministes parce que pour elles, ce qu'elles veulent, c'est entrer dans ce système, ne pas le changer, mais avoir leur place dans ce système, avoir la part du gâteau de ce gâteau-là. Mais moi, ce gâteau, j'en veux pas, parce que je trouve que ce gâteau, il empoisonne. Et puis, on peut en avoir un morceau parce qu'il y en a plein qui n'en ont pas. Donc, et par contre, les autres féministes, c'est des féministes qui effectivement, parfois, la question que pose Carolina, je pense, est très importante, c'est pourquoi parfois on n'arrive pas à construire des alliances. Donc, qu'est-ce qui fait obstacle? Mais je pense que ces féministes, tout en ayant ces différences, partagent quand même des objectifs qui sont communs. Et que ces différences doivent faire nos forces, sont des forces. Je ne peux pas demander à des femmes, par exemple, je ne sais pas, moi, des femmes ouvrières agricoles, que de s'aligner sur moi, qui suis quand même quelqu'un qui travaille essentiellement en écrivant ou en faisant des ateliers ou en faisant du militantisme. Mais c'est pas un militantisme, je suis pas dans les champs en train de. Donc, mais par exemple, puisque je travaille avec, je soutiens la grève des femmes de l'hôtel Ibis Batignolles, les femmes de ménage de l'Ibis qui sont en grève depuis juillet 2019 en France. Elles ont des demandes très concrètes, très spécifiques, et je n'ai rien à dire. Je veux dire, je ne vais pas leur dire non, mais là, c'est pas vraiment assez féministe. Je n'ai rien à dire. Je trouve que leur lutte est juste, légitime, et donc je suis avec. Et je demande qu'est-ce que je peux faire. Je peux faire ça, bon, ben je le fais. Ou je peux faire ça, voilà. Mais moi, je me mets derrière. Je suis pas. Et ça, c'est aussi un féminisme. C'est un féminisme de combat, c'est-à-dire d'être là avec les personnes. Et puis, ce que je pense aussi, ce que disait Carolina, c'est-à-dire que c'est le féminisme que je défends, c'est un féminisme qui se pose des questions sur soi-même aussi. C'est-à-dire est-ce que je participe à l'oppression? Comment je fais pour me défaire moi-même de ce que je peux avoir dans la tête et qui continue à
donc, je sais pas, avoir des a priori, comment je peux, que parfois, je comprends pas tout de suite quelque chose, il faut que je fasse l'effort de comprendre. C'est ça aussi, je pense. C'est un féminisme qui, alors que ce féminisme d'État, tout ça, c'est un féminisme qui regarde dehors, et comme si ces femmes-là n'étaient pas concernées par se poser la question elles-mêmes. Moi, je pense qu'on Alors, est, je pense qu'on est tous et toutes d'accord pour dire que le mot féminisme, c'est un mot protéiforme qui aurait limite plusieurs définitions. Toi d'ailleurs, Ruth, et sous les conseils très avisés de Carolina, c'est pour ça que je t'ai invité, euh, je pense que tu représentes parfaitement l'intersectionnalité. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus? Alors, ouais, donc moi, je me définis en tant qu'afrofemme, donc afroféministe. Donc, je suis ouais, afroféministe. Donc, moi, mes luttes, donc, je suis vraiment à l'intersection entre le fait d'être d'être une femme noire, et en plus de ça, d'être une femme noire bisexuelle. Du coup, moi, je rentre un peu à l'intersectionnalité de ces trois éléments. Et en fait, l'objectif de l'intersectionnalité, c'est de montrer que, en fait, en tant que personne, certaines personnes peuvent vivre, en fait, justement, justement avoir différents paramètres qu'on ne peut pas dissocier. Moi, je ne peux pas, en fait, dissocier ma condition de femme de ma condition de noire, de ma condition de bisexuelle. C'est, en fait, des éléments que j'ai. Et justement, c'est ces éléments-là, en fait, que je dois, en fait, dans la société dans laquelle on vit, dois, en fait, un peu me battre pour me faire comprendre qu'en fait, mon existence, elle est autant valide que n'importe quelle existence. Du coup, la question de l'intersectionnalité, c'est vraiment... Donc, c'est Kimberly Crenshaw qui a elle, on va dire, elle n'a pas théorisé le truc parce que déjà, ces questions-là étaient déjà faites, déjà Audre Lorde et tout avait déjà un peu écrit là-dessus, mais il n'y avait pas de mots. Et c'est Kimberly Crenshaw qui, elle, est venue en donnant un exemple, justement, parce qu'elle est juriste, elle, de formation. Et du coup, elle était arrivée, il y avait un cas, justement, où une femme, en fait, c'était, je ne sais plus, aux États-Unis, avait voulu, en fait, postuler pour un job et elle n'avait pas été prise. Et donc, c'était une femme noire. Et en fait, donc, elle a décidé d'aller en justice parce qu'elle était persuadée de ne pas être prise parce qu'elle était femme et puis elle était noire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'entreprise avait dit « Ah, mais non, mais regardez, on engage des femmes. » Mais il s'avère que les femmes étaient blanches. Les femmes, donc, c'était les secrétaires qui étaient blanches. Et puis, ils disaient « Ah, mais regardez, on engage des hommes. » Mais on engage des personnes noires, mais c'était des hommes noirs, en fait. Et du coup, elle, le fait qu'elle soit femme et qu'elle soit noire, en fait, apparemment, c'était ce qui a fait causer le problème. Et du coup, Kimberly Crenshaw est partie de ce cas-là pour montrer que, en fait, c'est sa condition de femme et de personne noire qui ont fait qu'elle a eu justement cette difficulté et qui montre en fait que c'est deux, genre, justement, elle vit deux oppressions en même temps. C'est vraiment, et ça, c'est quelque chose de très important à avoir en tête, c'est que c'est des oppressions qu'on vit simultanément. On peut pas, en fait, c'est pas des, parce que des fois, un peu, les gens pensent qu'en fait, c'est des trucs qu'on vit un peu quand n'importe quel jour, une oppression décide d'arriver non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, en fait. C'est vraiment, c'est deux oppressions qui sont là, qui vivent, et moi, je les vis vraiment quotidiennement en étant une femme noire, bisexuelle, vraiment toutes ces oppressions-là, elles fonctionnent simultanément. Après, je sais que, par exemple, ce qu'elle disait justement, Françoise et puis Carolina avant, et qui est très important, la question justement de la multiplicité des féminismes et aussi justement le fait de se remettre quand même en question aussi dans son propre féminisme, parce que par exemple, moi je suis quand même, déjà je suis une femme cisgenre, donc je m'identifie avec le sexe qui m'a été assigné à la naissance. En plus de ça, je suis bisexuelle, mais du coup je suis très, on va dire, ce qu'on appelle straight passing, donc hétéro passing, donc ça, c'est pas comme si je vivais, donc il y a aussi ces éléments-là, donc moi je lutte quand même aussi, parce que je fais quand même partie de la communauté LGBT en tant que personne bisexuelle, donc je lutte quand même aussi pour ces questions-là. Et de manière générale, parce que j'ai aussi envie que tout le monde ait en fait une vie décente, mais il y a aussi ce truc où je me rends compte aussi, et c'est pour ça que des fois ça peut être un peu compliqué de manière générale, de savoir un peu la place qu'on peut prendre, parce qu'il faut aussi se rendre compte justement du fait que, en fait, il y a, par exemple, moi avec mon cisgenrisme, j'ai ce privilège-là de ne pas être constamment questionné justement sur mon genre, tu vois, parce que les gens, ils voient en fait une femme et ils vont pas se poser
plus de questions que ça. Moi, je m'identifie en tant que ça, donc j'ai pas de violence qui vient là-dessus. Et après, ma question de ma bisexualité, à part les micro-agressions que je peux recevoir, où des fois, on va me dire oui, mais t'es pas vraiment bisexuel parce que t'es avec un mec. Oui, enfin bref, un peu toute cette biphobie. Je vis pas grand-chose. Enfin, j'ai pas cette peur de me faire attaquer ou quoi que ce soit, en tout cas actuellement. Du coup, la question de l'intersectionnalité, je pense qu'elle est hyper importante parce que, Françoise l'a dit, en fait, si on prend par exemple, parce que les gens pensent toujours qu'on est un peu à égalité, donc on a un peu, genre, on peut prendre l'exemple de ma main, que tout le monde est au même niveau. Et en fait, le truc, c'est qu'on se retrouve dans une société qui est comme ça. Et donc ici, on a l'homme blanc cisgenre bourgeois, et là en bas, on a la femme noire qui est handicapée, musulmane et toutes ces choses-là. Et le truc, c'est que ce qu'on aimerait faire, c'est qu'en fait, faire en sorte que justement tout le monde soit comme ça. Et pour faire en sorte que tout le monde soit comme ça, c'est qu'à un moment donné, il faut aussi justement que les personnes qui sont au plus bas de l'échelle, justement, au moment où elles auront pu se déployer de leur chaîne, en fait, tout le monde pourra en fait vraiment profiter en fait d'une société égalitaire. Et c'est pour ça que c'est super important de considérer en fait les convergences des luttes et les différentes luttes aussi, et justement de cette intersectionnalité et de joindre toutes ces choses-là. Parce que l'intersectionnalité découle, en tout cas moi de ce que je sais, de ce que j'ai lu, découle justement du Black Feminism aux États-Unis. Et justement, c'était le fait de considérer que, en fait, il y a énormément justement d'oppressions qui peuvent s'imbriquer, et ces oppressions qui s'imbriquent, comme on peut pas les prendre au cas par cas, il faut aussi savoir les prendre, comprendre qu'il y a des gens qui vivent en fait qui ont des vécus, qui ont toutes ces oppressions à devoir gérer. Et c'est pour ça que moi vraiment pour tout féminisme, je dis toujours, mais ayez en tête intersectionnalité, convergence des luttes, parce que le truc, c'est que si les groupes sont toujours un peu trop fermés à toujours ne penser que... c'est pour ça que c'est ça le problème aussi du féminisme universel et du féminisme blanc, c'est qu'il ne va pas plus loin, il va rester en fait un peu perché sur leurs problèmes à elles, sans aller plus loin. Et le truc, c'est que, on parle d'un féminisme blanc qui concerne majoritairement des femmes blanches, elles, les blanches bourgeoises, elles, justement, leur lutte, en fait, ce qu'elles vont faire, si elles essaient de se déchaîner de leur lutte, ça aide pas, en fait, le reste, en fait, de l'échelle de la hiérarchie qui, elles, restent encore bloquées, parce que c'est que les femmes blanches qui se sont libérées, blanches et bourgeoises, qui se sont libérées, et elles n'ont pas considéré de prendre tout le monde. Donc, la question de l'intersectionnalité, c'est vraiment ce truc il faut considérer qu'il y a différentes luttes et justement s'intéresser et en fait j'aime pas trop parler de la question d'alliés, mais justement de savoir aussi user de sa position, de savoir si j'arrive aussi, moi en tant que personne qui ne va pas vivre justement de questions genre de transphobie ou quoi que ce soit, essayer de trouver comment est-ce que je peux justement venir en aide ou en tout cas être allié aux personnes justement transgenres qui elles ont justement vivent ces violences-là et savoir aussi. Il y a toujours ces questions il faut savoir quand donner le micro, quand se mettre en avant, quand prendre du recul. Et moi, j'ai toujours un peu de mal à prendre de la place sur une lutte qui ne me concerne pas. Parce que je suis un peu là, mais en fait, moi, je le vis pas, donc je connais pas. Et les gens qui le vivent ont genre beaucoup plus de légitimité que moi à parler. Et après, c'est vrai que des fois, moi, les fois où ça arrivait, on va souvent me dire oui, mais parce que toi, en fait, comme tu es une personne cisgenre, tu vois, nous, on est fatigué, on sait ça va être beaucoup trop violent. Et les gens, comme on a aussi ce truc on a tendance à plus écouter les gens qui nous ressemblent, c'est vrai que ça peut plus facilement passer. Mais du coup, il faut toujours réfléchir à comment intégrer et inclure son intersectionnalité sans que ça prenne le dessus sur les voix et les luttes des autres, quoi. Convergence des luttes, quoi. En gros, si on devait résumer. Alors toi, Françoise, bon, sans offense, tu n'es pas la même génération que Ruth, mais je pense que tu partages quand même son avis. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter là-dessus? Non, la question c'est on n'est jamais complètement qu'une chose, évidemment, et donc on est traversé. La question du féminisme blanc bourgeois, c'était de l'idée il y a les femmes d'une manière, une masse uniforme qui partagent toutes les mêmes choses. Et que la notion d'intersection ou la notion de race, classe, genre, qui était dans le livre d'Angela Davis dès 1983, c'est de dire, mais non, comment dire, la catégorie femme, d'une part, ça peut être une notion biologique qui est enfermante, parce que
il y a une confusion qui est faite entre sexe biologique et genre. Bon, et il y a plusieurs genres. Qu'il y avait des sociétés qui acceptaient plusieurs genres, et non pas simplement les femmes, les hommes. Qu'il y avait des sociétés qui acceptaient aussi plusieurs sexualités. Et que donc la manière dont le féminisme blanc bourgeois dit il n'y a que des femmes qui partagent toutes la même condition a été mis en cause par le féminisme noir, par le féminisme musulman, par le féminisme des mouvements nationaux de libération, en France même par des femmes matérialistes, par exemple un féminisme matérialiste qui disait mais enfin la classe sociale par exemple ça existe, et que c'est de naviguer dans toutes ces, de ne pas, en fait rien n'est figé parce qu'il peut y avoir un moment où c'est quelque chose qui va être plus en avant, une des formes d'oppression qui va être la plus puissante, la plus écrasante, et que c'est contre celle-là qu'il faut lutter. Mais elle ne nous définit pas. C'est parce qu'à un moment donné, on est mis en face de quelque chose et que là, on va intervenir, par exemple, comme femme qui travaille, disons, dans le monde du travail, et que, par exemple, on demande un salaire. Et puis après, ça va être traversé, comme le faisait remarquer Ruth, mais oui, on est travailleuse, mais on est aussi femme noire, ou on est travailleuse noire, ou alors on est travailleuse, mais non valide, ou on est travailleuse, et des tas d'autres choses, je veux dire. Et à la fois, donc, il faut constamment travailler, constamment négocier entre quelque chose qui peut être plus commun, plus collectif, et aussi constamment ses singularités. C'est ce que je disais, les féminismes de lutte sont des féminismes qui acceptent les différences, qui comprennent qu'il y a des différences, et qui ne trouvent pas que ces différences affaiblissent. Le féminisme bourgeois blanc pense que les différences affaiblissent le féminisme. Ça, c'est vraiment, elles le disent. Si vous dites que les afroféministes, les féministes musulmanes, le féminisme musulman, le féminisme queer, le féminisme décolonial affaiblissent le féminisme. Ce que moi, enfin en tout cas pour moi, c'est aucun de ces féministes n'affaiblit, au contraire, le rend plus fort parce qu'il le rend plus inclusif, plus large, plus élargi. Et donc, c'est ça qui le fait plus fort. En tout cas, la globalité du féminisme, c'est de se battre à la fois pour des droits, des égalités de salaire, de reconnaissance, l'égalité des chances et des résultats, et aussi des représentations, je pense aux représentations médiatiques, professionnelles et historiques. Là, en 2021, quel constat on peut établir sur les sociétés occidentales? Peut-être en France, on va peut-être juste se cantonner à la France. On peut dire que, je veux dire, toutes les avancées se sont faites parce qu'il y a eu des luttes. Il n'y a aucune avancée qui se fait parce qu'il n'y a pas eu de lutte. Donc, il y a eu des luttes de féministes dans les années, surtout fortement dans les années 60-70 en France, qui jusque dans les années 80, après avec un peu quelque chose qui a baissé, puis qui est revenu très fortement au féminisme étatique dans les années 2000. Le féminisme étatique n'a jamais été aussi présent en France, jamais. Il y a eu des ministères de droits des femmes, mais là, vraiment, vraiment, c'est un féminisme étatique très, très puissant, puisqu'il réussit à faire passer des lois autour de ces questions. Et donc, il y a des avancées, toutes les dénonciations en ce moment de violences sexuelles, de féminicide, de l'inceste, du viol, et aussi toute une bagarre de représentation qu'on peut voir, où les femmes noires, par exemple, même ce livre Noir n'est pas mon métier, où plusieurs actrices noires disaient mais enfin on est actrice, on n'est pas, c'est pas parce qu'on est noir qu'il faut qu'on joue la femme de ménage ou nécessairement, enfin je sais pas quel rôle qui doit faire ça, ou on nous demande de faire l'accent africain alors qu'on est né en France, et puis qu'est-ce que ça veut dire l'accent africain? Donc il y a encore des problèmes, énormément de représentation en France, il y a encore du blackface, et qui n'est pas compris par toute une partie de la société blanche en disant mais enfin quand même, c'est juste on est en train de s'amuser. Il y a des représentations anti-asiatiques, on l'a vu avec la pandémie, racisme anti-asiatique a réémergé, parce que soi-disant pour c'était le virus aussi. En fait, à la fois, ce que je pense, c'est qu'il y a toute une jeunesse beaucoup, beaucoup plus avertie et beaucoup plus prête à se battre sur ces questions de représentation qui sont devenues importantes à cause justement du travail qui a été fait pendant des années, pendant des décennies par des intellectuels, des artistes, des militants, et donc qui sont beaucoup plus au fait de ça. Je le vois notamment dans des écoles d'art, tout ça, où les étudiantes et étudiants racisés sont beaucoup plus, en demandent beaucoup plus qu'il y a 5 ans même. Et donc ça avance là-dessus. Et de l'autre côté, je dirais 2 choses. Je dirais qu'il y a une capacité beaucoup plus grande du système publicitaire d'absorber même des slogans qui au départ étaient des slogans radicaux et qui deviennent des choses qui sont vendues sur des t-shirts. Et cette absorption est beaucoup plus rapide qu'elle ne l'a été.
Je fais toujours remarquer que même le féminisme bourgeois blanc, mais dans les années 70, c'était une insulte, hein, d'être traité féministe, c'était une insulte, et qu'aujourd'hui, tout le monde peut se dire féministe, même des femmes d'extrême droite. Je veux dire, et donc, cette capacité d'absorber, donc on a trois choses, je dirais. Une plus grande sensibilité à ces questions chez les jeunes, avec des podcasts, des blogs, vraiment énormément de questions sur les représentations, beaucoup de travail, des thèses qui sont faites sur la manière de représenter dans le cinéma, dans le théâtre, au musée. On a une capacité d'absorber beaucoup plus grande qu'auparavant et on a une réaction beaucoup plus forte aussi. En France, c'est très clair. Une réaction vraiment forte. On voit que même la ministre de l'Éducation supérieure peut attaquer des universitaires. C'est vraiment très violent. En ce moment, en France, le débat est très violent. Et je voudrais faire remarquer que, en fait, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup d'attaques se font contre des femmes racisées. Vraiment. Et donc, il y a quelque chose, c'est pas simplement les attaques contre les fameux islamo-gauchistes, indigénistes, séparatistes, etc. Mais dans cette attaque, c'est beaucoup de femmes qui reviennent avec leurs photos, leurs noms, et puis des menaces sur les réseaux sociaux. Je peux le dire parce que je fais partie de ces femmes. Et ça me frappe. Ça me frappe parce qu'il y a quelque chose qui est lié sans doute aussi à ce que vous disiez, c'est-à-dire que en général, les femmes ne doivent pas parler, elles doivent rester à leur place, mais alors les femmes racisées, encore moins. Encore moins, que si elles parlent, elles sont encore plus punies. Et là, c'est vraiment frappant. Je l'ai fait remarquer à plusieurs amis qui ont regardé dans les journaux, sur les réseaux sociaux, et on voit revenir essentiellement des noms de femmes maghrébines, noires et racisées. Et ça fait partie de séparer les femmes entre pour revenir à la question de la représentation que vous posez, il y a une espèce de logique de la respectabilité, d'une représentation respectable qui vous autorise à être racisé dans l'espace public. Et si vous sortez de ces normes de respectabilité qui sont imposées, c'est-à-dire qu'il faut parler gentiment, pas élever trop la voix, parce que sinon vous êtes une femme en colère, et voilà, ces femmes-là sont toujours en colère, elles sont toujours, voilà. Vous pouvez peut-être être accepté, mais dès que vous êtes ferme, etc., on va vous punir. Et ça fait partie des représentations. Les représentations, c'est pas seulement l'image, c'est la manière dont on accepte que les femmes parlent aussi dans l'espace public. Donc, il faut parler de cette manière pour être entendu. Mais si je tape sur la table en parlant fort, ah, mais vous, vraiment, voilà, vous énervez, vous êtes hystérique, mais c'est pas possible, on peut pas parler avec vous. C'est tout de suite, c'est ça aussi les représentations. C'est pas seulement l'image, c'est pas seulement ce que je vois dans la publicité ou au cinéma, à la télévision, c'est quand est-ce que je peux parler, quand est-ce que je vais être écoutée avec respect. Et que, a priori, dès que je vais ouvrir la bouche, on va dire, oh, mais celle-là, ça va être encore, elle va nous faire la victime, ceci, etc. Et ça fait partie de stratégies d'imposer du silence, de faire qu'on ne nous entende pas et ne parle pas. Carolina, selon toi, si on devait établir un constat sur les inégalités en France, à quel point les femmes font face aux inégalités en France, qu'est-ce qu'il en serait ? Alors, bon, je ne suis pas en France, donc je ne peux pas exactement parler pour le cas français, mais à vrai dire, en Suisse romande, c'est quasiment similaire. Enfin, ce n'est pas une frontière qui différencie vraiment ce qui se passe, à moins que, oui, en effet, les lois soient très diverses et tout, mais en l'occurrence, elles ne le sont pas tant que ça. Enfin, si on va dans le sujet qui fait mal tout de suite, par exemple, la thématique des femmes qui sont assassinées, pour moi, c'est encore quelque chose. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de une, deux, trois personnes qui meurent de par leur condition de femme par année, ce qui est déjà bien trop, mais on parle d'une femme tous les 3 jours en France. Et la fréquence est la même en Suisse. Alors, vu que la Suisse est un petit pays et qu'on est beaucoup moins d'habitants, à l'échelle de la Suisse, c'est une femme toutes les 2 semaines, mais statistiquement, en termes de pourcentage, ça représente la même proportion par rapport à la population qu'en France. Ça, c'est juste enfin, c'est une infime partie de toutes les violences, en fait. Enfin, moi, j'en fais encore l'expérience assez fréquemment, d'autant plus que pour le coup, ça, c'est un truc que j'ai compris avec le temps.
Je pense qu'il y a des grandes oubliées des luttes et encore aujourd'hui, c'est des gens dont on parle jamais, c'est les personnes sans papier. Moi, j'ai toujours vécu avec des gens sans papier chez moi, des gens de ma famille pendant des années, des femmes. J'ai beaucoup côtoyé de femmes latinas, en l'occurrence, sans papier ici. Et pour moi, c'était tellement fréquent d'entendre des histoires où elles étaient exploitées de par soit le travail qu'elles faisaient ou par le fait qu'elles trouvaient des hommes avec qui avoir une relation, mais qui abusaient de leur position parce qu'elles étaient sans papier, etc. Donc en fait, j'ai que 24 ans et j'ai vraiment une liste infinie d'exemples comme ça où vraiment, pour moi, c'était quasi quotidien d'entendre des histoires dans lesquelles des femmes étaient violentées par des hommes et sur tous les plans. Donc, triste constat que celui de se dire, ben, en fait, est-ce que ça change vraiment? Est-ce que le fait que maintenant, à Bershka, quand on va acheter un t-shirt, et sachant que moi, je ne le fais pas, mais qu'on peut trouver un t-shirt qui dit tout le monde devrait être féministe, alors qu'en attendant, bah, les viols, c'est toujours les mêmes chiffres, voire plus. Je veux dire, les jeunes LGBT qui sont obligés d'être chez eux ou retourner chez eux quand ils ont une famille homophobe ou transphobe, bah, voilà, c'est une tragédie. En termes aussi de classe économique, c'est aussi catastrophique. Enfin, ça, de toute façon, c'est bien connu dans l'histoire, hein, qu'en temps de crise, les inégalités ne font que s'exacerber et que les droits qu'on a acquis avec le temps sont mis en danger. La preuve, en Pologne, il y a une sorte de recul par rapport au droit à l'avortement qui a lieu. Et en parallèle, en Argentine, c'est en train de s'améliorer. Enfin, bref, donc 4 ans, je suis a priori dans un monde moderne, entre guillemets, puisque modernité, ça ne veut pas dire grand-chose en réalité. Mais moi, je vois le sexisme, en fait. Je vois la violence misogyne et je la vis encore aujourd'hui. Et pas plus tard que ce matin, j'étais au poste de police pour la Xème fois à cause d'un homme qui s'en prend à mon intégrité morale et physique, en fait. Donc, peut-être que je suis particulièrement malchanceuse, mais je ne pense pas. Je pense juste que j'ai ouvert les yeux à des choses que je ne laisse pas passer, contrairement à ce que d'autres peut-être vivent et laissent passer. Pas Quoi? plus tard que ce matin, j'étais encore au poste de police parce que voilà, il y a un mec qui est en train de s'en prendre à moi, quoi, que ce soit, enfin bon, après le fait que je sois en ligne et tout, forcément, ça fait que statistiquement, j'ai plus de chances d'être face à ce genre de choses. Mais à mon avis, voilà, je pense pas que je sois particulièrement malchanceuse ou persécutée en tant que femme. Je pense juste que, voilà, c'est la réalité de l'éveil militant. C'est juste qu'il y a des choses que je ne laisse pas passer. Peut-être que je n'aurais même pas remarqué avant d'avoir commencé à réfléchir à ça, parce que tristement, on s'habitue à la violence. Tristement, en fait, on finit par être anesthésié pour survivre tout simplement face à des trucs qui en réalité sont graves en fait et qui nous font souffrir. Et à partir du moment où on a pris conscience de ça, on ne peut pas ne pas le voir. Du moment où on le voit et qu'on veut plus de ça, ben on est obligé en fait de faire face et du coup on passe un peu pour l'hystérique de service parce que forcément les gens autour de nous, la plupart, en tout cas en ce qui me concerne, moi j'ai pas du tout un entourage militant, mes parents sont pas du tout forcément politisés ou quoi, donc je suis la pauvre martyre qui voit du sexisme partout, enfin, mais dans les faits, et d'ailleurs, je fais pas ces études pour rien. Dans les faits, bah, non, c'est pas moins grave ce qui se passe maintenant. Les choses ont changé, en effet. Nos conditions se sont améliorées pour plein d'aspects, ne serait-ce que par rapport à l'autonomie financière, la liberté de disposer de son corps, ce genre de choses. Mais c'est, les violences continuent, en fait. Est-ce que je me Peut-être trompe qu'elles sont si... moins évidentes. Pardon, je te coupe, mais est-ce que je me trompe si Oui. j'affirme qu'il y a une sorte de culture de l'oppression vis-à-vis des femmes? Ah oui, bah ça, enfin, pour moi, c'est une évidence. Je veux dire, il n'y a rien de plus. Donc pour moi, oui, c'est clair comme de l'eau de roche, enfin, bien sûr. Mais c'est même une activité plaisante pour certains hommes hein, de s'en prendre à des femmes. Et moi, je crée tous les jours, de par ma présence sur les réseaux, constamment, constamment. Je vois des hommes qui prennent du plaisir à l'idée de m'humilier, de se moquer, de faire en sorte que je craque, que j'arrête mon contenu, que j'arrête de lutter, mais c'est au-delà de ma propre personne, c'est vrai que de manière générale, quand on voit, mais rien que, il n'y a pas si longtemps, la Ligue du LOL, là, ces journalistes qui terrorisaient leurs collègues féminines pour pas qu'elles soient journalistes, pour pas, enfin, ça, c'est un fléau, c'est un exemple parmi
tellement d'autres. Donc, bien sûr que c'est complètement installé dans la culture et c'est banalisé, même à la télé, par exemple, quand on voit comment il s'appelle l'autre, là, espèce de vieux dégueu, là, Ménès, Pierre comment il Ménès? Voilà. s'appelle? Ah oui, oui, Pierre oui. Ménès, ouais. Au Canal+, Ah, mais, oui. mais, Le commentateur sportif. mais Voilà. voilà, enfin, je veux dire, il y a des vidéos, c'est juste aberrant de voir qu'il agresse sexuellement des femmes sur un plateau et c'est l'hilarité générale. Enfin, bien sûr qu'il y a une culture de l'oppression parce qu'en fait, ce qui pour nous est de la violence, pour eux est un divertissement, même est jouissif. C'est tragique, mais c'est ça. Et heureusement qu'il y a de plus en plus de gens qui se rendent compte qu'en fait, ce qui fait rire une partie de la population est ce qui fait souffrir une autre partie. Tout à l'heure, Françoise Vergès parlait du blackface, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des gens pour qui c'est un passe-temps, c'est rigolo, c'est une manière de s'amuser, alors que pour d'autres, ça représente une violence, en fait, une énième violence dans ce monde. Donc, non seulement il y a une culture de l'oppression qui est banalisée envers les femmes, mais de manière générale envers les minorités sociales, pas numériques, parce que si on parle de minorités numériques, ce ne serait pas le même jeu. Numériquement, on est plus nombreux, hein, les minorités sociales, mais c'est en termes de place et de pouvoir économique et politique qu'on est minoritaire. Mais les élites, les dominants, eux, pour moi, c'est une arme parmi toutes celles qui existent pour nous garder à notre place. Comme Rokhaya Diallo a écrit un livre qui s'appelle Ne reste pas à ta place, bah, c'est exactement ça. C'est qu'en gros, elle incite les minorités à dire bah, ne vous laissez pas être assignés à la place de discriminer, en fait. Prenez la place que vous méritez et que vous avez le droit d'avoir. Et pour moi, la culture, pas la violence directe, mais justement les images, comme disait tout à l'heure Françoise, les représentations médiatiques, le théâtre, les films, peu importe, c'est un langage et c'est un langage en fait qui nous ramène toujours à notre condition, qui nous ramène. C'est comme un rappel à l'ordre. C'est pour te dire, regarde ta place, elle est là. On parlait des mères qui peuvent plus accompagner les enfants parce qu'elles portent le foulard. C'est juste un discours de plus qui dit, votre place, elle n'est pas là, elle est là-bas. Tu vois? Donc ouais, Tu me... c'est dans l'ambiance. En tout cas, tu me fais une chouette transition. Alors, je suis désolé de vous ramener encore à nouveau sur ce concept un petit peu primaire, parce qu'en tant que féministe, j'imagine que ça, vous en bouffez un petit peu tous les jours, mais je pense que c'est... On peut pas ne pas passer par là, il faudrait qu'on définisse vraiment le patriarcat, ce que c'est. Ruth, j'ai envie de te donner la parole là-dessus. Le patriarcat, c'est quoi? C'est l'oppression d'une élite? Est-ce que c'est monsieur tout le monde, le patriarcat? C'est le voisin d'à côté? Ou est-ce que c'est juste une élite blanche globale qui instaure un système? Qu'est-ce que c'est? Alors, il faut déjà savoir que quand on parle de patriarcat, on parle d'un système. On parle vraiment d'un système dans lequel s'articulent en fait des individus. Tout système social existant s'articule, enfin, il y a des individus qui s'articulent. Et du coup, et je le précise vraiment parce qu'en fait, beaucoup de gens, quand on les dénonce un peu ou qu'on pointe du doigt sur justement une chose problématique qu'ils ont fait, ils vont se frustrer parce qu'en fait, ils pensent qu'on les attaque eux. Mais en fait, on veut tout simplement leur rendre compte qu'ils font partie d'un système qui bénéficie d'une oppression en fait d'un autre groupe. Du coup, le patriarcat, c'est un système qui va en fait, dans de nouveau, toutes les strates de la société, va privilégier les hommes aux femmes. Donc, c'est vraiment ce système-là, patriarcat, patrie, pater, enfin, vraiment tout, c'est un peu cette racine de l'homme. Et moi, je parle de patriarcat et de blantriarcat aussi, parce que le blantriarcat, ça va être un système qui va bénéficier, en fait, qui est construit et qui est conçu pour, en fait, bénéficier de toute personne blanche. Et le patriarcat, après, ça, c'est vraiment une question de point de vue. Il y en a certains qui vont aussi considérer le patriarcat dans le patriarcat. Enfin, moi, de toute manière, je sais qu'en fait, on fonctionne dans une société, même si quand on parle de race, les gens vont dire « Ah, mais il n'existe pas de race, là. » Il existe des races sociologiques. Et ça, je pense qu'il est hyper important d'en parler, de dire qu'il existe des races sociologiques, comme il existe les genres et tout, et qu'en fait, il y a une hiérarchie. Et dans cette hiérarchie, elle est hyper importante à prendre en compte parce que cette hiérarchie, c'est un peu comment la manière dont on interagit, ou on va interagir entre nous, où les gens interagissent avec nous dans cette société. Et du coup, donc, le patriarcat, c'est justement l'ennemi premier du féminisme. Parce que pour moi, dans le patriarcat, donc, avec mon féminisme, donc afroféministe, antiraciste, anticapitaliste, je prends en compte justement le fait que le patriarcat, en fait, la raison pour laquelle on doit le démanteler, c'est parce qu'une fois qu'on le démantèle, ça va pouvoir nous permettre de pouvoir démanteler aussi tous les autres systèmes qui font partie de ce patriarcat-là. Parce que
on peut considérer que le patriarcat, c'est un peu une grosse bulle et que dans ce patriarcat, on trouve d'autres petits systèmes tels que le capitalisme, et que du coup, ces systèmes-là, une fois qu'on démantèle le patriarcat, ces autres systèmes peuvent être démantelés. Et du coup, le but, c'est justement de se débarrasser de ce patriarcat-là pour justement se débarrasser, en fait, se débarrasser aussi des autres luttes. Après, clairement, il y a aussi, comme il existe plusieurs féminismes, il y a clairement aussi des... c'est pas que en prenant le patriarcat qu'on... Enfin, il y a du travail à faire, vraiment. Mais le rôle premier du patriarcat, c'est vraiment de mettre en avant et de bénéficier les hommes au détriment des femmes. Du coup, on va vivre dans une société justement qui va mettre ça en avant et qui va faire que toutes nos interactions vont partir là-dessus et qui vont faire qu'en tant que femme, on part déjà avec un obstacle, c'est le fait d'être femme. Ça va être le seul obstacle qu'on va avoir, c'est juste le fait d'être femme. Et en fait, c'est rien que cet obstacle-là, en fait, on le voit, hein, parce que les autres en parlaient très bien. Enfin, moi, par exemple, il y a un exemple aussi que j'avais tout récent, là, donc on a eu des températures printanières et avec des amis, du coup, avec une amie, il commence à faire chaud, donc on se dévêtit un peu et en fait, on s'est fait 4 calls, je sais pas combien de fois, enfin, ce genre de système, enfin, ce genre ça a l'air d'être des petits trucs, mais ce genre de truc où maintenant, à chaque fois, on était un peu là, mais c'est vrai qu'on oublie carrément qu'en fait, chaque printemps, été, dès qu'il commence à faire chaud, en fait, tu dois constamment te reposer la question de comment est-ce que tu vas t'habiller parce que tu n'as pas envie que tous les 3 mètres, en fait, on vienne te catcall. Vraiment, on marchait tranquille et tout. Et en fait, catcall 3 fois, était un peu là, mais en fait, au bout d'un moment, vraiment tout Et puis le truc, c'est que ces hommes, ils s'autorisent à faire ça. Enfin, leur droit, en fait... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais en fait, en gros, ils prennent un peu cette place de pouvoir juger, de pouvoir en fait voir nos corps un peu comme si on était genre un peu... Comme si on était des proies. C'est vraiment ça, on est des proies sans considérer le fait qu'en fait, on est juste des êtres humains, qu'on a juste envie de passer d'un point A à un point B, tranquille, on n'a rien demandé à personne. La manière dont on s'est habillé le matin, c'était pour nous parce qu'il fait chaud et qu'en fait, on n'a pas envie de crever de chaud. Enfin, sans prendre ça en considération, ça fait justement partie de ce système patriarcal qui a donné, en fait comprendre aux hommes qu'en fait, ça, c'est votre monde. Ça, c'est votre ville, c'est votre espace et vous en faites ce que vous voulez. Donc, l'espace public a vraiment été conçu que par les hommes. Je ne sais plus comment s'appelle ce prof, mais il est prof de sociologie à l'université de Genève, qui justement a écrit un livre qui parle justement de, ça s'appelle la ville faite par les hommes pour les hommes, où il explique comment est-ce que l'espace... Bon, c'est pas Stasak? Oui, voilà, c'est Stasak, voilà, qui a écrit un livre justement qui explique effectivement qu'on vit dans des sociétés où les villes, l'espace public a été conçu pour les hommes et par des hommes et qu'en fait, c'est parce qu'on ne veut pas que les femmes, elles restent en fait dans cet espace-là, sauf qu'il s'avère que même chez soi, les femmes, elles ne sont pas en sécurité. Donc, il y a vraiment peu importe où une femme se retrouve, elle n'est pas en sécurité. Et le fait qu'on donne ce droit aux hommes de dire, en fait, c'est votre espace, vous pouvez un peu en faire ce que vous voulez et du coup, un peu traiter les gens comme vous voulez, ça fait partie de cette question du patriarcat-là. Après, dans le patriarcat, comme dans la question du féminisme, il existe aussi des hiérarchies. Un homme blanc, cis, hétéro, il ne va pas être perçu de la même manière qu'un homme noir, cis, hétéro, un homme noir, gay. Eux-mêmes, dans ce patriarcat-là, vont avoir des interactions qui vont être complètement différentes. Et en fait, du fait de ce patriarcat-là, ces hommes se retrouvent à ce qu'on appelait un peu jouer, donc un peu, devoir jouer ou surjouer une virilité pour pouvoir un peu montrer, prouver qu'ils sont des hommes. Et c'est pour ça, justement, aussi que cette question du patriarcat, la raison pour laquelle il faudrait que les hommes s'y intéressent aussi et commencent aussi à démonter, c'est que ça permettrait justement aussi aux hommes de pouvoir enfin arrêter de voir un peu surjouer cette question de virilité et aussi de pouvoir enfin s'exprimer, enfin pouvoir exprimer leurs émotions. Enfin, parce que quand on entend qu'il y a je me rappelle une fois entendre une mère qui disait à un garçon de 3 ans qui pleurait, arrête de pleurer, c'était pas une fillette, t'as 3 ans.
Il a 3 ans, s'il pleure, c'est totalement normal. Et le fait d'entendre ce genre de choses-là, et même quand je parlais avec des amis qui me disaient, donc des amis hommes, qui me disaient qu'effectivement, ils ont énormément de difficultés, eux, à exprimer leurs émotions, c'est parce que c'est quelque chose qui est ancré dans la culture, c'est quelque chose qui est ancré. Et le patriarcat est devenu notre culture, en fait. On a évolué là-dedans. Et en s'en débarrassant, ça permettrait justement aussi de pouvoir décortiquer aussi un peu comment est-ce que ce patriarcat, enfin même maintenant, hein, comment est-ce que ce patriarcat, il impacte aussi la vie des hommes, parce que je veux dire, il impacte beaucoup plus violemment les femmes, parce que comme je l'ai dit, c'est un système qui a été conçu pour les hommes, mais il impacte aussi énormément les hommes, où dans leur interaction, elles vont pas non plus être la même. Et par exemple, à chaque fois qu'on parle de féminisme ou que je parle, par exemple, d'une problématique, on va toujours me dire, ah mais oui, mais tu sais, vous parlez toujours de ça, mais vous savez que les hommes ont le plus haut taux de suicide. Et je suis un peu là, c'est un fait, mais pourquoi est-ce que les hommes ont le plus haut taux de suicide? C'est parce que les hommes ne peuvent pas exprimer leurs émotions, parce que on va toujours leur dire que ça fait trop féminin, trop femme, je sais quoi. C'est parce que c'est toujours un truc où tu peux revenir au patriarcat. C'est parce que le patriarcat impose aussi des normes, des mœurs aux hommes à devoir suivre, que les hommes, comme ils ne peuvent pas s'exprimer comme ils veulent, en fait, se retrouvent beaucoup plus, justement, en dépression et à mettre fin à leur jour. Enfin, il y a toujours une raison où, en fait, le patriarcat est toujours là derrière. Donc, à chaque fois qu'on me sort un peu cet argument, je suis un peu là, oui, mais va plus loin dans ta réflexion pour comprendre que c'est le patriarcat qui est justement la cause, en fait, de cette hausse, de ce taux de suicide, du fait que les hommes se suicident de plus. C'est parce qu'eux ne peuvent pas exprimer leurs émotions. Et ça, c'est qu'une partie de l'iceberg, hein. Du coup, de comprendre comment ce patriarcat-là s'articule et comment est-ce qu'il impacte toutes les vies et nos interactions, c'est super important, et c'est pour ça qu'il faut complètement démanteler ce système. Françoise, est-ce que toi, tu aurais des exemples concrets de l'existence d'un système patriarcal? Le patriarcat, oui, c'est aussi ça donne à un homme la domination totale dans sa maison. On parle de chef de famille, et là, ça peut s'exercer sur des garçons. C'est-à-dire, il y a quelque chose le patriarcat, c'est vraiment un système de domination sur ce qu'on appelle la famille, et l'homme peut violer sa femme, violer ses fils, battre ses fils, violer ses filles, les forcer à cela. Donc c'est un système de brutalité, de cruauté, d'extrêmement mutilation des sentiments, des choses, et qui soutient le capitalisme, qui soutient l'impérialisme, qui parfois peut être en tension avec, hein, parce on peut avoir un capitalisme néolibéral qui veut surtout, qui est d'accord pour promouvoir des femmes, par exemple, tant qu'elles servent le système, il n'y a pas de problème. Et effectivement, comme le disait Bruce, qui impose des normes de masculinité qui sont extrêmement terribles pour des garçons, qui sont absolument, évidemment, des normes de féminité, mais et le patriarcat est un système totalement oppressant. Maintenant, c'est vrai que le patriarcat, il a été racialisé. C'est-à-dire, on peut être un tyran domestique chez soi, hein, absolument un tyran domestique, absolument insupportable, que l'épouse et les filles rêvent d'empoisonner, et quand on sort, on n'est plus qu'un homme noir. Et on peut se faire tuer, en fait. On peut se faire tuer. Ça ne protège pas. Donc le patriarcat, il est traversé par ça, et de toute façon, le système esclavagiste refusait à l'homme noir d'être un père, et père et patriarche, c'est pas la même chose, mais en tout cas, il n'y avait pas de possibilité de faire famille. La colonisation post-esclavagiste, pareil, entravée, et même aujourd'hui, il y a des entraves aux familles non blanches, à ce que se constituent des familles. Et la constitution de famille en dehors des normes patriarcales est très difficile et très entravée. Donc, le patriarcat, c'est vraiment une base d'une hétéronormativité très forte qui opprime aussi ce que disait Carolina, des jeunes queers, des jeunes gays, des jeunes lesbiennes chassés par leur famille, chassés par leur père. Mais il ne faut pas oublier que des femmes sont complices de ce système, parce que sinon, le patriarcat, il faut des complicités. Je ne dis pas, et c'est là une différence que fait une théoricienne féministe québécoise entre ce qu'elle appelle consentir et céder. Donc céder, je cède parce que j'ai peur des représailles. Donc voilà, parce que si je cède pas à mon mari 2 ou 3 fois, je vais me recevoir tellement de coups, les enfants vont être battus, donc je cède.
consentir, c'est apporter sa complicité. C'est non seulement, c'est pas céder, c'est vraiment finalement je consens à ce système parce que j'en tire quand même quelques bénéfices. Et il y a des femmes qui tirent de ces bénéfices. Comme on le rappelait, par exemple, beaucoup de féministes et dans le féminisme noir ailleurs, on dit comment les mères élèvent-elles leurs fils et leurs filles? Quelle est la différence qui est faite? Et qu'il y a quelque chose qui est dans l'éducation sociale, à l'école, tous les héros sont des héros, enfin, et il y a très peu d'héroïnes. Les petits garçons, les études ont été faites que dans la classe, si les enfants lèvent la main, l'enseignant va d'abord signaler au petit garçon de répondre avant de signaler la petite fille. Donc il y a tout un système qui promeut une masculinité brutale, arrogante, affirmative, qui parle fort, etc. Et une petite fille soumise qui va jouer à la poupée et qui n'a pas envie de jouer au foot. Et ces systèmes, mais ces systèmes sont aussi dans la famille. Donc, en fait, le patriarcat, il est encouragé dans la famille, encouragé par la société, encouragé par des lois, encouragé par le fait que qui nous gouverne, partout dans le monde, ce sont des patriarches. Ce sont des patriarches au sens d'hommes qui veulent affirmer leur domination. Quand Carolina parlait des féminicides, mais quand on voit ce qui se passe par exemple au Mexique ou ailleurs, ce sont des meurtres d'une cruauté, mais d'une brutalité. Les femmes sont violées puis démembrées et jetées sur des tas d'ordures. Et ça, c'est vraiment, là on est dans le patriarcat. C'est-à-dire le patriarcat, il peut être extrêmement menaçant. C'est meurtrier. Et du coup, c'est effectivement un langage entre hommes, voilà, et sur le dos des femmes. Donc, le patriarcat qu'on veut nous faire passer parfois comme quelque chose de pas si, finalement, bon, pas si terrible, est quelque chose d'absolument... c'est un système d'oppression, un système étouffant, on étouffe, on ne respire pas, pour reprendre une formule qui a beaucoup lieu en ce moment, qui est un système qui parfois prend le relais de l'État pour opprimer les femmes, pour remettre les filles et les femmes à l'ordre. L'État peut parfois dire, bon, je veux dire, du moment qu'on va bosser et qu'on rapporte les choses, etc., et qu'on ne fait pas trop de manifestations, ça peut aller. Et donc, il y a des moments où la famille hétéronorme et patriarcale est chargée de remettre les membres au pas. Les garçons qui voudraient, je sais pas, ils veulent jouer de la guitare et pas devenir ingénieur, ou je sais pas, et puis tout ce qu'on voit aujourd'hui sur les enfants qui ne veulent pas obéir au genre qu'on leur a imposé. Donc la question, oui, c'est un système extrêmement de très forte oppression et de très grande brutalité. C'est pas l'oppression n'est pas simplement un terme, il y a de la brutalité, il y a une culture de la brutalité dans le patriarcat, une culture de la cruauté, parce que finalement, les gens sont blessés. Quand le patriarche dit « tu ne feras pas ça, je t'interdirai », ou interdire au garçon de sortir avec telle fille, ou à la fille de sortir, ou à la fille de sortir avec une fille, enfin, ou peu importe, c'est un système qui opprime, mais profondément, c'est-à-dire qui me blesse moi. J'ai 16 ans, je veux faire ça, j'ai le père qui m'empêche, qui bat, et la mère qui n'ose rien dire, ou si la mère s'oppose, elle reçoit des coups. Donc moi, je ne veux pas que ma mère reçoive des coups, donc je me tais. Et il ne faut pas sous-estimer à quel point la famille le patriarcat est absolument un système profondément de terreur, de remise à l'ordre. Et le patriarcat, c'est pas la même chose que la paternité. Le patriarcat, c'est pas être père. On peut être père et ne pas être un patriarche. Et on n'est pas nécessairement le père biologique. Je veux dire, la personne qui occupe la place de la paternité. Mais le patriarche, c'est vraiment, on pourrait dire, l'ogre dans la maison. Là, vraiment, qui sont... Et donc, il ne faut pas confondre patriarche et père. C'est le tyran domestique. Il y a des hommes qui sont des pères et qui n'ont pas envie d'être des patriarches. Mais il y a aussi, et ça, Rose le disait, il y a une incroyable pression aux hommes à ce qu'ils soient des patriarches. Il y a une incroyable pression aux hommes pour qu'ils adhèrent à cette masculinité-là et non pas une autre. Et la pression est très forte, mais il y a des hommes pourraient en témoigner, de dire que finalement, oui, si parfois on le sait, je sais pas, un homme qui va peut-être faire la vaisselle, tout ça, respecter sa femme, mais ses copains vont s'en moquer. Parce que, donc,
toutes les pressions sont là, culturelles, sociales, légales, toutes les pressions sont là pour renforcer ce système et pour que ce système soit un système qui fasse relais à l'État aussi parfois. Tenez vos femmes, tenez vos filles, tenez vos garçons. Empêchez-les. Empêchez-les d'être des artistes, d'être des personnes libres, d'être des rebelles, d'être, je sais pas, des poètes, d'être... Empêchez-les. Empêchez-les, faites-en des personnes soumises. Donc, vous avez ce travail-là et on vous le donne. Et si vous faites ce travail-là, vous aurez la possibilité d'être un patriarche. C'est-à-dire que, en fait, vous aurez le droit de battre votre femme, de la violer, et on ne viendra pas, on ne rentrera pas chez vous. On vous laissera faire. La maison, ce qu'on a construit comme l'espace privé, dans le système de loi, en fait, c'est le privé pour le patriarche. C'est son espace privé et dans cet espace privé, il peut faire ce qu'il veut. Ce n'est pas l'espace privé de la femme ni des enfants, c'est l'espace privé de lui. Et donc, dans cet espace privé, il peut, et on le sait puisque de toutes les tant de plaintes de femmes contre leur époux, compagnon brutal, ne sont pas du tout enregistrées, ne sont pas prises au sérieux, parce que finalement, c'est lui qui doit régner. La société lui accorde ce droit-là. Et on voit que les femmes qui sont allées se plaindre 25 fois au commissariat, à la fin, le mec, il arrive, la tue, et on découvre ça fait 25 fois qu'elle avait porté plainte, qu'elle avait demandé. Et ce n'était pas pris au sérieux, parce qu'il y a quand même la conviction que c'est chez lui. Et chez lui, on ne rentre pas. Ah, monsieur, essayez quand même de vous... Alors, la police a essayé de vous calmer, tout ça, mais c'est pas... Alors que personne ne va lui envoyer un point dans la figure, ce qu'il mérite. Donc, cette organisation du patriarcat, où on peut dire l'État accorde à un patriarche le droit de faire la police chez lui, pour prendre ces termes-là, par exemple d'enfermer sa fille ou son fils comme dans une prison, c'est une chose que l'État autorise. Et c'est ça le patriarcat. C'est l'autorisation donnée à des hommes et protégée par l'État, une autorisation protégée, légitimée, de faire ce qu'il veut chez lui, parce qu'il est chez lui. Et même s'il y a des lois qui sont accordées maintenant aux femmes d'égalité, par exemple dans le couple, la culture, comme vous le disiez, il y a une culture patriarcale qui, elle, les lois ne changent pas la culture nécessairement. Les changements des mentalités, les changements des pratiques, c'est beaucoup plus profond. La loi peut aider parce qu'on peut avoir recours à la loi. Mais comme on le disait, hein, toute l'éducation est là, tous les films, la télévision, tout autour nous montre quoi? Une image d'homme, en général, ce qui est magnifié, ce qui est célébré, c'est des succès, c'est des hommes qui sont capables de montrer de la brutalité, une capacité à la brutalité. Moi, j'aimerais vraiment qu'on accentue aussi notre point de vue sur le féminisme maintenant en 2021. Est-ce qu'on peut dire que dans la société occidentale, est-ce qu'on peut dire que les sociétés occidentales encouragent les luttes féministes ou est-ce qu'elles les invisibilisent? Oui et non. Oui, c'est encouragé, mais non, c'est pas du féminisme. C'est du capitalisme en fait, c'est du mainstream. C'est par exemple des femmes qui vont créer une marque de vêtements, comme on disait tout à l'heure, pour faire semblant que c'est empowering, pour rendre la force aux femmes, et puis les femmes d'abord, et girl boss, sois ta propre chef, tout ça, et puis qui en attendant vont faire produire leurs vêtements par des enfants et des femmes dans un pays, je sais pas moi, comme le Bangladesh, parce que c'est très connu que le textile là-bas, c'est une vraie catastrophe, et qui vont se dire féministes. Et du coup, disons que culturellement, dans la pop culture, même le féminisme des stars, le féminisme oui, ce féminisme-là qui est accessible à tout le monde, qui est genre souriant, pailleté, qui n'a rien de révolutionnaire, c'est en effet une manière d'entamer la discussion. Peut-être qu'il y a des gens qui se seraient jamais intéressés au féminisme s'il n'y avait pas ce canal très popularisé de le féminisme c'est cool, tout le monde doit être féministe, et puis tout ça. Peut-être que penser au féminisme. Maintenant, moi, personnellement, je ne suis pas du tout pour ce genre
de démarche dans la mesure où pour moi, c'est pas le nerf de la guerre. Enfin, le féminisme, comme beaucoup d'autres luttes, se doivent d'être révolutionnaires et si elles ne le sont pas, pour moi, elles n'ont pas de sens. Et, et une lutte se veut révolutionnaire et qui cherche à, quand on parle de révolutionnaire, on parle de renverser un système en place, une hégémonie. On peut clairement pas associer ça à notre système capitaliste néolibéral qui domine absolument le monde entier. Donc à partir du moment où on a un féminisme populaire qui se démocratise entre guillemets et qui devient fancy, attirant, à la mode, tendance, etc., et qui ne remet pas en question les méga structures sociales et économiques, pour moi, c'est pas vraiment du féminisme du coup. Donc, je dirais que oui, globalement, il y a cet engouement de dire tout le monde devrait être féministe, c'est génial, etc., etc. Mais qu'en attendant, quand on va vraiment dans le dur, quand on questionne vraiment du coup d'où ça vient, comment faire pour que ça s'arrête et tout, et ben là, il n'y a plus personne, entre guillemets. Et puis, c'est bon pour dire qu'on est des hystériques, qu'on est des extrémistes, qu'on n'est pas mieux que des terroristes, que je ne sais quoi, que je ne sais quoi. Donc, en vrai, c'est un peu difficile à dire. Je dirais que comme à nouveau Françoise le disait tout à l'heure, il y a de plus en plus de personnes peut-être qui s'emparent de ces questionnements. Et je pense, c'est une interprétation, je pense qu'Internet facilite les choses. Je pense que, disons qu'une des caractéristiques de notre siècle, c'est quand même que l'information est beaucoup plus accessible, rapide. Aujourd'hui, en une demi-seconde, je vois ce qui se passe dans mon pays, sur un autre continent. C'était peut-être pas le cas et peut-être que ça facilite la prise de conscience générale. D'ailleurs, c'est pour ça que moi j'utilise des médias comme YouTube, c'est parce que ben, avec une vidéo, je peux atteindre des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de personnes en un clic. Donc là, oui, les réseaux, la diffusion de l'information, etc., ça va beaucoup plus vite, ça facilite les choses et il y a peut-être beaucoup plus de gens plus jeunes qui s'emparent de ces questionnements et donc peut-être du coup qu'on peut dire qu'en effet, c'est en train de prendre plus d'ampleur, en tout cas je l'espère. Mais maintenant, concrètement, dans sa manifestation au quotidien, pour la majorité des gens qui ne sont pas politisés là-dessus, le féminisme, c'est le 8 mars, journée de la femme, on vous offre des roses avec votre soutien-gorge en promo. Et ça, c'est ce qui serait du féminisme, mais ce n'en est pas, à mes yeux. Donc, je trouve que c'est super dur parce que je m'inscris aussi, moi, dans une logique dans laquelle je n'ai pas forcément envie de décrédibiliser des femmes qui essayent de quand même transmettre un message positif pour d'autres femmes, euh, même si je suis pas d'accord forcément avec leur message. Typiquement, tout ce qui touche à deviens ta propre patronne ou ah oui, encourageons les femmes à être indépendantes, c'est vrai, mais genre que en fait le succès d'une femme doit correspondre aux attentes que ce monde qui est gangréné jusqu'à la moelle attend. Pour moi, c'est pas vraiment idéal en fait. Donc, je suis un peu tiraillée entre ouais, c'est cool que y ait des chansons qui soient populaires, qu'il y ait des figures un peu comme ça qui soient genre le féminisme friendly et mainstream, mais d'un autre côté, en fait. Mon idéal personnel, c'est que les gens se rendent compte qu'il faut remonter loin, 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 loin dans l'histoire et dans la culture pour comprendre que c'est pas juste tout le monde doit être égal. Je sais pas si je me suis un peu perdue, mais Oui, tu as bien sûr. compris en gros. Ouais. Genre, c'est oui, mais non. Il y a quelque chose qui revient très souvent aussi, j'ai l'impression, chez les opposants, enfin, chez les opposants féministes, si on peut les appeler comme ça, c'est qu'il y aurait apparemment une sorte de propagande féministe sur Netflix, sur les grands médias. C'est quoi ton avis là-dessus? La propagande, c'est l'argument préféré de tous les fachos, c'est que il y a la propagande LGBT, la propagande féministe, la propagande antiraciste. Enfin, mais la propagande est déjà là. Enfin, genre, je veux dire, pour prendre l'exemple de LGBT. Tout le monde dit oui, mais quand tu parles que tu es peut-être lesbienne ou quand tu mets des photos en embrassant une fille, c'est une forme de propagande, je sais pas quoi. Mais la propagande hétéro, elle est partout. C'est juste que comme elle est établie comme la norme, personne ne voit ça comme une propagande. C'est parce que il y a toujours cette. Tu vois, Ruth disait tout à l'heure, quand tu es une femme, tu es dans la rue, l'espace de la rue, c'est pour les hommes, comme si toi, tu faisais partie du décor. Elle met le doigt sur le principe de l'altérité, en fait. C'est qui est sujet et qui est l'objet dans le monde. Le sujet, c'est les hommes, si on parle de féminisme, les hétéros, si on parle de LGBT, les blancs, si on parle de lutte antiraciste. Et donc,
À partir du moment où quelqu'un se définit comme le sujet et tout ce qui sort de ce sujet, c'est l'autre, eh ben, ça fait que dès que l'autre va essayer de se faire entendre et de montrer son existence, ça va être vu comme une forme de propagande. Mais la propagande, elle est déjà là, toujours. L'hétérosexualité est partout, tout le temps, dans toutes les chansons, dans toutes les musiques, dans tous les films, dans tous les magazines, dans tous les couples qu'on voit dans la rue. Pareil, en ce qui concerne le féminisme, comment ça, une propagande féministe? Il n'y a pas déjà des hommes qui font leur propagande absolument partout, et en plus de ça, à travers des actes très violents? C'est pas une propagande, ça? Enfin, du coup, pour moi, c'est vraiment un argument pété qui veut rien dire, et c'est juste, ça renvoie juste à un côté un peu alarmiste. Et parce que dès qu'on parle de propagande, on s'imagine, ah, la propagande nazie, hitlérienne, ah, la propagande de je ne sais quoi. Enfin, ça renvoie à des trucs historiques super forts, super graves. Et donc, pour moi, c'est juste des arguments un peu euh, pour créer la panique, en fait. Pour dire, voyez, regardez, les féministes contre la famille, les féministes contre la religion, les féministes contre ci, les féministes contre tout, comme si les féministes étaient le danger, alors que non, en fait, genre, c'est juste apporter un point de vue qui remet en question des structures hégémoniques déjà présentes qui font déjà leur propagande, qui sont déjà tellement incarnées socialement qu'elles font déjà ce travail-là comment tu dis, d'omniprésence partout, absolument partout. Mais ils ne se voient, enfin, ces gens-là dominants ne se voient jamais comme étant l'autre. Donc, ils ne sont pas une propagande. Ils sont l'ordre établi, normal. Ils sont la nature. Ils sont ce qui devrait être. Mais c'est pas comme ça. Donc, pour moi, c'est un argument auquel je réponds même pas. Dès que quelqu'un me dit, ah, c'est quoi cette propagande? C'est quoi, va là-bas, là-bas, loin, et tu parles pas avec moi. Il y a une critique majeure qui revient souvent, c'est que le féminisme en 2021, c'est une sorte de néo-féminisme qui serait qui servirait à pas grand-chose. Apparemment, il y aurait une sorte de priorité des luttes qui ne serait pas respectée. Apparemment, les féministes en 2021 préféreraient s'attaquer à des luttes sémantiques, tout ce qui est l'écriture inclusive, et des nouveaux concepts, tout ce qui est la culture du viol, la charge mentale et tout. Est-ce que vous êtes confronté en tant que féministe à une sorte de priorité des luttes? Qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui est l'écriture inclusive, le concept de charge mentale, toutes ces nouvelles choses qui apparaissent? On peut ça, la division des luttes, c'est vieux comme le monde, hein, si on peut dire. C'est vraiment à chaque fois que des groupes, des minorités, qu'elles soient, enfin des minorités, les femmes ne sont pas une minorité, mais que des groupes minorés veulent dire, bah, écoutez, vous allez nous écouter maintenant, bah, vous divisez les luttes. Donc ça, c'est vieux comme le monde. Mais pour revenir à cette question, pour moi, de toute façon, le féminisme, on vit dans quel monde? On vit dans un monde de capitalisme néolibéral. D'accord? Or, il n'y a pas de capitalisme néolibéral sans exploitation, sans domination, sans dépossession. C'est pas possible. Donc, il y aura, même s'il y a des femmes qui sont accueillies à l'intérieur de cela et qui se battent pour ça, il y aura toujours une masse exploitée. Il ne peut pas avoir de richesse, une telle richesse, n'oublions pas les incroyables richesses qui existent dans le monde, des hyper milliardaires, on n'arrive même pas à savoir, des gens qui sont plus riches que les États et qui ont accumulé des richesses grâce à la pandémie. On est dans ce monde-là. Donc ce monde-là peut peut-être accepter qu'il y ait des femmes, peut peut-être, et de toute façon, c'est vrai qu'il y a eu une évolution, une certaine compréhension des droits des femmes a été acceptée par ce néolibéralisme. Les grandes fondations internationales américaines, aujourd'hui, c'est obligatoire d'avoir un chapitre sur l'égalité de genre pour toute subvention de programme. C'est absolument obligatoire. Il y a des tas d'institutions qui ont compris, les musées, les réseaux, les grandes télévisions, les grandes chaînes de télévision. Elles ont compris ça. Donc la question, c'est qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quelles sont les étapes de la lutte? Or, comme par exemple l'exemple que donnait Carolina, je suis une féministe blanche bourgeoise, je peux aller à mes réunions féministes, et puis j'ai un t-shirt en coton tout simple. Le t-shirt en coton, il est fait par des femmes au Bangladesh qui sont payées 3 francs 6 sous, etc. Mais même en même temps, par exemple, quand on dit ça, je vais donner un exemple. Il y a 2-3 ans, j'avais été contactée par des féministes anglaises qui voulaient appeler un boycott de toutes les habits qui venaient du Bangladesh et tout le rapport avec la fast fashion, etc. Bon, très bien, mais je leur ai dit, est-ce que ce sont les ouvrières, les femmes de Bangladesh qui demandent ce boycott? Non, 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 mais c'est nous parce que nous trouvons que c'est immoral d'acheter tout ça.
Je dis d'accord, c'est très bien, mais pendant ce temps-là, effectivement, vous vous dites ça. Et vous allez avoir une position de voilà, moi je suis formidable, je ne porte pas ces t-shirts parce que c'est fait par des femmes exploitées, mais vous ne tenez pas compte du fait que si vous enlevez ça, vous trouvez que c'est absolument. Et c'est une exploitation. Mais malgré tout, à cause du système dont vous profitez, ça s'est distribué ainsi en Thaïlande, au Cambodge, ailleurs. Des femmes sont dans des usines pour faire les sacs, les chaussures, les trucs de la fast fashion. Et que malgré tout, ces femmes, ne les voyez pas non plus que comme des victimes. Elles s'organisent, elles font des grèves. Avec le peu d'argent même qu'elles gagnent, elles peuvent envoyer des enfants à l'école, elles peuvent mettre un toit sur leur maison. Donc, la question, c'est le rapport moral que peuvent avoir des femmes occidentales en victimisant, en voyant les autres femmes comme des victimes, est encore une manière d'être paternaliste ou maternaliste, comme on le veut. Donc, les droits des femmes peuvent jouer un rôle dans l'oppression, en fait. Cette compréhension de droits des femmes par l'Occident peut jouer un rôle dans l'oppression des femmes ailleurs. Et cette compréhension des droits des femmes, elle joue un rôle dans le capitalisme, elle joue un rôle dans le racisme, par exemple, par rapport à se sentir supérieure aux femmes du monde musulman, particulièrement, ou même du continent africain. Hein, et donc, de nouveau, parce que l'Europe serait le sol naturel de l'égalité des femmes et des hommes, et toutes les autres sociétés seraient par nature hostiles à ces questions. Et donc, de ne pas voir les luttes qui ont été menées et les manières dont c'est mené. Donc, on ne va pas. Aujourd'hui, on est vraiment les luttes, par exemple, pour l'écriture inclusive ou contre la culture du viol. Mais l'écriture inclusive, c'est une chose, par exemple, c'est comme toutes ces questions on va maintenant aussi faire entendre nos histoires. D'accord? Donc, quand vous continuez à écrire l'histoire du féminisme et qu'il n'y a pas un mot sur les luttes des femmes sur le continent africain, asiatique, avant la colonisation, pendant la colonisation et après, où des femmes, dès le premier jour de la mise en esclavage, elles luttent, dès le premier jour. Et si, quand vous racontez l'histoire des droits des femmes, et que vous parlez de ça, et que vous ne dites pas qu'au XVIe siècle, une femme n'avait pas le droit de divorcer, d'aller à l'université, d'être médecin, mais elle avait le droit de posséder des êtres humains. Elle pouvait être à la tête d'une plantation. Et elle avait ce droit parce qu'elle était blanche, parce que son genre lui interdisait ses autres droits, ses autres accès. Donc, ce qui veut dire que dans l'écriture inclusive, ou dans la question, c'est de dire il y a d'autres voix que les voix que vous avez mises. Et dans cette écriture inclusive, c'est pas juste une manière de faire. C'est de dire que en français, le masculin l'emporte sur le féminin, comme par hasard, et en plus, comme des linguistes l'ont montré, dans la langue française, avant le 19e siècle, elle était moins genrée. La langue française était moins genrée. Et donc, le genre dans la langue n'est pas non plus, c'est pas venu comme ça, spontanément, ça a été consolidé. Par exemple, la question du la, du le, qu'est-ce qui est féminin, qu'est-ce qui est masculin, n'était pas aussi consolidée. Donc, ces demandes d'inscription d'autres récits, d'autres voix, et fait partie effectivement des luttes, parce que ça revient un petit peu à votre question de la représentation. C'est-à-dire que si je ne lis que des histoires de femmes, si les féministes, c'est que Simone de Beauvoir, et Simone de Beauvoir, et Simone de Beauvoir, plus Simone de Beauvoir, je n'entends rien d'autre. Et donc, j'ai l'impression que le féminisme, il est né en France, et formidablement avec le deuxième sexe. Et je n'entends pas parler de cette femme égyptienne qui, à la fin du XIXe siècle, a fondé le premier parti nationaliste d'Égypte. Je n'entends pas parler des femmes dans les plantations qui ont pris les armes à Saint-Domingue, futur Haïti, ou en Guadeloupe ou ailleurs. Je n'entends pas parler des femmes qui, au Cameroun, se sont battues. Je n'entends rien. Donc, je vois que tout cela ici. Donc, ces luttes-là qui sont vues comme des luttes mais vraiment, c'est pas important ou ça divise, en fait, sont des luttes pour le droit à la dignité et le droit au respect. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la hiérarchie des récits que vous avez mis en place, la hiérarchie de la langagière, la manière de parler des autres personnes. Hein, dans la langue française, à la fin du XVIIIe siècle, noir et esclave étaient dans les dictionnaires de synonymes. C'est-à-dire que si vous regardiez là, vous étiez en train d'apprendre la langue française, vous regardiez noir, vous regardiez le synonyme esclave. Donc c'était consolidé. Ça a été consolidé dans la langue, il y a une consolidation du racisme, de l'antisémitisme, des racismes. Donc il faut bien décoloniser la langue
décoloniser les savoirs, décoloniser la manière d'écrire, décoloniser les représentations. Et quand on nous dit, mais c'est pas important, mais vraiment, vous êtes obsédé, etc., parce que finalement, il y a des intérêts à défendre. Il y a des intérêts à défendre et que ce que proposent nous, comme féministes, les féministes, bon, je pense que Carolina et Rose, c'est en fait, il y a beaucoup de voix, il y a une complexité, une incroyable, que parfois c'est difficile à entendre, mais si on ne fait pas ce travail, on laisse la maison du maître, comme disait Audre Lorde, la poétesse Audre Lorde, on laisse la maison du maître debout. On la laisse debout. Or, le féminisme d'État, c'est d'aménager une petite pièce dans la maison du maître ou de pouvoir s'asseoir à la table du maître. Nous, on ne veut pas s'asseoir à la table du maître. On veut défaire la maison. On veut casser sa maison. Parce que sa maison, elle est globale et c'est une maison dans laquelle c'est une maison d'horreur et de cruauté qui est basée sur l'exploitation. Donc les trucs d'écriture inclusive, les trucs de non, vous ne direz plus blackface, non, vous n'utiliserez plus ce mot, non, vous ne direz pas ça, et qui sont vus comme oh là là, mais vraiment, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus rire de rien. Ben non, parce que votre rire n'est pas un rire, d'abord, c'est un rire qui est basé sur une histoire raciste et qui vous a donné ce droit. Et ce droit ne vous est pas donné ni par des compétences, ni par des talents, ni parce que vous êtes des génies extraordinaires, mais par les siècles d'exploitation qui ont amené la richesse dans votre pays et qui ont fait de votre pays un pays riche. Vous n'êtes pas, c'est pas parce que vous êtes français que vous êtes plus talentueux, plus compétent, des génies par rapport à d'autres peuples. Mais c'est parce que vous avez exploité ces peuples que vous pouvez être aussi riche. Donc le démantèlement va passer partout. Culture, art, langue, savoir, production de savoir, représentation de savoir, démantèlement des institutions. Et évidemment, ça ne vous plaît pas, mais c'est irréversible. Toi, Ruth, avant qu'on passe à la conclusion de l'émission, qu'est-ce que tu as à répondre à ces gens qui disent que le féminisme en 2021, c'est un néo-féminisme qui est juste bon à importer des anglicismes tels que le mansplaining ou le manterrupting et que c'est bon à rien d'autre? J'ai l'impression que les gens qui font ce genre de remarques, c'est plutôt des gens qui veulent faire un peu de diversion parce qu'ils sont un peu... eux-mêmes n'ont pas d'argument, en fait. Donc, ils vont essayer de pointer le doigt et de dire, oui, mais maintenant, vous inventez plein de mots, vous prenez des mots de l'anglais pour parler de phénomènes et tout comme ça. Et je suis un peu là. En fait, c'est juste que pendant très longtemps, on n'avait pas de termes pour pouvoir expliquer certains phénomènes. Et il s'avère que les pays anglophones, eux, ont tendance justement à être beaucoup plus en avance dans ces théories que nous. Donc clairement, quand on a enfin des termes pour parler en fait d'une oppression que des milliers, voire des millions de femmes vivent depuis des années, et que enfin on a un mot pour en parler, clairement qu'on va l'intégrer, clairement qu'on va en parler, clairement que justement on va justement, le mot va être sur le devant de la scène, mais c'est parce que on peut enfin mettre le doigt sur une oppression et expliquer le nombre de fois où justement j'ai discuté avec des gens autour de moi et qu'on parlait d'un mot puis qu'après on est un peu là, mais en fait ça m'a fait tellement du bien d'enfin avoir ce mot-là parce que j'ai enfin pu mettre le doigt, enfin pu comprendre qu'effectivement j'étais pas la seule et que c'était pas moi le problème mais que c'était la société le problème, quoi. Parce qu'on nous a toujours fait croire qu'on était le problème. Maintenant qu'on a le phénomène qui a été étudié, qu'on a les mots pour en parler, là d'un coup ça devient un problème, mais ça devient un problème parce que ça pousse les gens à devoir se remettre en question. Quand on parle de mansplaining, du coup que les mecs ils commencent un peu à se dire ouais non mais là c'est trop, vous plaignez pour rien. Sinon c'est juste qu'on est en train de remettre en question la place que eux prennent et le peu de place qu'ils nous ont toujours donné, et ça fait qu'ils doivent le penser pour tout ce qu'ils font en fait, qu'ils soient dans l'espace public, qu'ils soient avec les proches, et le fait de devoir toujours se remettre en question, personne n'a envie de se remettre complètement en question, parce que se remettre en question, ça veut dire aussi devoir réaliser qu'on a été problématique, qu'on a fait des choses qui n'étaient pas OK, ou qu'on fait des choses qui ne sont pas OK, que justement, ça nous remet un peu à notre place, quelle place on prend, quel privilège on a, et personne ne veut ça parce que ça bouleverse en fait tout un status quo, et quand on est dans un certain confort, clairement que ce confort, on va essayer de le maintenir. Donc, j'ai l'impression que toutes ces attaques qu'on nous fait au féminisme et aux féministes de manière générale sur la sémantique ou quoi que ce soit, c'est tout simplement ça reflète tout simplement le malaise
en fait de la société, le malaise en fait des personnes qui sont qui sont entre guillemets attaquées, donc qu'on pointe du doigt justement de faire persister ce problème. Et c'est juste qu'ils essaient de trouver un moyen d'un peu de nous décrédibiliser. C'est un peu de vous inventez des mots, vous savez même pas, enfin vous allez les prendre de l'anglais, les prendre enfin par exemple, un exemple, je parlais avec une amie, elle est française et tout, et ben avec tout ce qui s'est passé avec la question de l'islamo-gauchisme dans les universités, des choses comme ça, ce qu'elle m'expliquait, elle disait, c'était hyper intéressant. Ce qu'elle trouvait intéressant, c'est que, en fait, pendant très longtemps, elles en ont parlé en plus, Françoise, et puis Carolina, on avait un féminisme que moi j'appelle du féminisme washing, c'est un peu ce féminisme qui est très pro-capitalisme et tout, donc tant que ça rentre quand même dans ce truc de pro-capitalisme où tu vas quand même participer à ce système-là, on est OK que tu restes là-dedans, mais une fois que tu sors et que du coup, comme tu tires plus vers l'anticapitalisme, donc là d'un coup c'est plus OK, déjà on va taper dans les extrêmes. Et là ce qu'elle m'expliquait, elle me disait, ce qui s'est passé c'est que par exemple aujourd'hui on commence à parler du féminisme intersectionnel, on commence à intégrer en fait d'autres minorités, et pendant très longtemps en fait ça concernait que les femmes blanches. Du coup tu vois, pour beaucoup de gens c'était, et particulièrement étatiquement parlant, c'était un peu le truc très chou, tu vois, c'est des femmes blanches qui demandent tout simplement en fait le fait d'être considérées comme leur mari et des choses comme ça. Donc au début c'est un plat, c'est tout mignon, c'est tout chou, donc vas-y on laisse le truc. Et ce qui s'est passé c'est que la société elle a évolué, il y a eu de plus en plus de recherches, d'études qui se sont faites là-dessus, et le truc c'est qu'elle m'expliquait, donc elle me disait mais en fait ce qui s'est aussi passé c'est que les personnes blanches ont commencé aussi à s'intéresser au truc et à commencer à lever leur voix en disant c'est pas du tout OK. Et quand tu vis dans une société qui a été conçue pour les personnes blanches, pour qu'ils bénéficient des oppressions des personnes racisées, des personnes queer et toutes ces personnes-là, d'un coup, tu as des personnes non racisées, des personnes non queer qui eux-mêmes commencent à s'intéresser à là, ça commence à devenir, l'État commence à paniquer parce qu'en fait, tout commence à partir en plan parce que si ces gens-là, parce que numériquement, et que numériquement, en fait, on est beaucoup plus justement que ce qu'on appelle la majorité, qui n'est pas vraiment la majorité, mais c'est juste eux qui ont le pouvoir. Mais en fait, là, ça commence à devenir un problème. Et du coup, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de faire diversion et de faire comprendre qu'en fait, le problème maintenant, c'est les universités qui sont islamo-gauchistes. Et en fait, et ce qui est super, super justement frappant là-dedans, c'est que du coup, elle me disait, mais en fait, il y a quelques années, enfin, il y a 50, 60 ans, on disait la même chose, mais pour les juifs, tu vois. Et du coup, il n'y a rien qui a changé. C'est juste qu'au moment où maintenant, les gens qui étaient censés bénéficier de l'oppression des autres commencent aussi à se mettre du côté des oppressés, qui commencent à lever justement la voix, et qui eux aussi, et quand, du coup, ils ont ce privilège-là de pouvoir le faire et de ne pas avoir d'être touchés, en fait, l'État commence à paniquer parce que ça ne va plus dans les plans. Tu vois, ça va plus dans les plans, du coup, tu as un problème. En fait, non, ces personnes, c'était pas censé être comme ça, c'était censé rester les personnes, les afro-femmes devaient rester de leur côté, on les regarde un peu comme ça, on fait comprendre, on fait croire qu'on les écoute, mais en fait, personne, mais du coup, des personnes blanches ou des personnes non afro-femmes et tout qui se mettent justement, qui se deviennent alliés, là, ça devient un problème. Et justement, par rapport à ça, il disait, mais c'est que du coup, quand il y a ce genre de choses-là, tu vas essayer de trouver des moyens qui sont complètement ridicules pour essayer de faire diversion. Tu vas essayer de retourner le problème sur... donc, tu vas prendre des trucs complètement... Ce que eux considèrent des choses banales, mais qui ne sont pas si banales que ça. Parce que, par exemple, la langue, on l'utilise tous les jours. La langue, c'est ce qui, justement, forme et aussi nous fait réfléchir. Donc, c'est grâce à la langue que non seulement on peut concevoir les choses, donc une langue, elle est hyper importante. On l'utilise constamment. Donc, clairement que quand la langue est problématique, que quand la langue elle-même est sexiste, raciste, transphobe, homophobe, tout ce que tu veux, clairement que la première chose qu'il faut commencer à réformer, c'est la langue, en fait. Parce que tout le monde l'utilise. C'est le meilleur moyen de communication qu'on a. Donc, au bout d'un moment, il faut des fois un peu réfléchir et se dire, mais clairement, s'il y a un problème et qu'on sait très bien que la langue, elle forge aussi l'image qu'on a de la société et des concepts et des phénomènes sociétaux et sociaux, clairement que la première chose qu'il faut faire, c'est la langue. Donc, il faut toujours passer ça pour un truc complètement trivial et tout, qu'on se plaint pour rien. Mais non, on se plaint pas pour rien. On se plaint pas pour rien. C'est juste qu'on sait très bien que c'est la langue qui a forgé cette société-là. Du coup, c'est la langue qu'il faut commencer
à aussi remettre en question. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, quand il y a des nouveaux mots, bien sûr qu'on va en parler parce que enfin, ça met le doigt sur un phénomène, un malaise, un mal-être qui existe depuis des années. Donc, je trouve c'est juste que ces genres d'attaques, pour moi, elles sont complètement, enfin, elles sont pas valides parce que je suis désolée, enfin, la langue, c'est le moyen qu'on utilise pour se faire comprendre, pour faire passer des idées, pour essayer justement de conceptualiser, parce qu'on reste des êtres humains, donc on a besoin aussi de conceptualiser ce qu'on vit, comprendre en fait ce qu'on vit, tu vois. Du coup, en fait, c'est juste tout simplement complètement, je trouve, c'est juste complètement bas de pointer du doigt et de dire oui, mais l'écriture inclusive, bah oui, l'écriture inclusive, en fait, on en parle aujourd'hui parce que pendant trop longtemps, vous avez invisibiliser en fait les femmes, vous avez invisibilisé les personnes queer, les personnes racisées. Enfin, quand on parle, enfin, par exemple, un exemple concret que j'ai et qui m'a toujours marqué, j'avais 8 ans, j'étais en école primaire. Et je me rappelle qu'on était en train de faire un exercice. Et du coup, c'est un peu au moment où on apprend à faire les liaisons, les choses comme ça. Et donc, on avait, c'était marqué Maxime et 13 filles sont allées se promener. Et du coup, il fallait accorder le sont allés. Et je me rappelle donc au moment de la correction, la prof, elle demande justement à un de mes camarades de dire comment est-ce qu'il a écrit sont allés. Et du coup, bah, lui, il avait écrit E aigu ES parce que bah, voilà, il y a Max et 12 filles. Et c'est là que la prof lui dit non, mais c'est faux. Nous, on était un peu là, comment ça, c'est faux? Il était là, mais il y a Max en fait. Et puis, moi, je me rappelle m'être dit, mais attends, il y a 12 filles, mais parce qu'il y a Max, là, d'un coup, les 12 filles, elles disparaissent, et c'est parce qu'il y a Max que maintenant, ça devient masculin, et qu'elle était un peu, ah, mais oui, enfin, dans le français, le masculin l'emporte sur le féminin. Et vraiment, ce moment-là, enfin, sur le moment, je ne m'étais pas complètement rendu compte, mais c'est vraiment bien plus tard que je me suis rendu compte. Mais en fait, enfin, même quand la langue, elle est sexiste et qu'elle l'invisibilise, enfin, c'est normal qu'à un moment donné, quand on peut en reparler et que justement, on demande d'avoir plus d'inclusion pour justement mettre des mots sur les violences, ce qu'on appelle la violence symbolique, qu'on vit, bah, clairement qu'il faut en fait réformer, qu'il faut inclure ces nouvelles choses-là, quoi. En fait, pour moi, c'est tout simplement bas Très bien, de prendre cet exemple, quoi. très bien. Une dernière question avant qu'on passe à la conclusion. On va essayer de répondre très succinctement. Tout à l'heure, on évoquait le caractère protéiforme du féminisme, comme quoi il y avait plein de mouvements féministes. Est-ce qu'on peut être féministe et de droite? Enfin, est-ce que le féminisme, c'est spécifiquement de gauche ou est-ce qu'on peut être féministe et de droite, Françoise? Oui, maintenant on peut l'être. On peut l'être parce qu'il y a un féminisme qui est dilué, parce qu'il a été possible justement de lui enlever des caractères quand même. Bon, alors, pardon. En Europe, il y a toujours eu un féminisme que j'appelle civilisationnel, c'est-à-dire un féminisme pro-colonial. Hein. Il y a des féministes républicaines, hein, des féministes qui pour le droit de vote, tout ça, mais qui étaient pour la colonisation. Donc, de toute façon, il y a une tradition assez coloniale dans un féminisme français. Mais sinon, il y avait quand même, oui, le féminisme était associé à des idées, on pourrait dire, plus ou moins bon de gauche, mais il s'est dilué au point, et puis il y a eu une captation qui a été rendue possible et qui fait que on le voit surtout à partir de la fin des années 90 et des années 2000, où finalement, aujourd'hui, les dirigeantes de partis d'extrême droite peuvent se dire féministes, oui, ou des hommes d'extrême droite peuvent se dire féministes. On voit des gays dans des mouvements d'extrême droite, on voit il y a quelque chose que le néolibéralisme vous dit, vous pouvez être tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez, toutes les couleurs, tout ce que vous choisissez, du moment que vous êtes un consommateur. Si vous êtes consommateur, si vous acceptez le monde tel qu'il est, si vous acceptez que ça se base sur des inégalités et des injustices, ben finalement, on peut vous accepter. On pourra vous accepter. Donc, il faut renouveler le contenu des féminismes auxquels plusieurs d'entre nous tiennent, c'est-à-dire des féminismes de lutte, des féminismes de combat, des féminismes pour une société plus humaine, parce que pour l'instant elle ne l'est pas, plus juste, plus respectable, et où finalement toutes les inégalités et puis vraiment l'oppression des femmes et à l'intérieur de ça, donc des masculinités totalement, comme on dit, toxiques, ne puissent pas se faire et que le féminisme dont vous parlez, ce féminisme que l'extrême droite ou la droite peut avoir, c'est un féminisme qui peut être, comme je le disais, un féminisme sans femmes. C'est-à-dire c'est de la parole, c'est du discours.
On ne va pas s'attacher aux conditions, à la situation. On va parler comme ça, on va dire des grands principes. Mais pendant ce temps-là, les femmes qui sont à la rue ou les femmes migrantes qui sont en train de ou les travailleuses du sexe ou les trans, tout ça, on pourra les frapper, tout ça, ça n'a pas d'importance. Donc oui, il y a eu un changement quand même, je dirais fin des années 90, 2000 dans l'Europe de l'Ouest et même dans tout l'Occident, qui a fait d'un certain féminisme un féminisme que tout le monde peut avoir. La vider de son contenu révolutionnaire. Et donc, je ne sais pas si c'est très important de dire que c'en est pas un. Je sais moi, trouve qu'il faut se battre constamment en disant non, vous l'êtes pas. Je trouve que c'est pas le combat à mener. Le combat à mener, c'est plutôt de définir les féministes qu'on veut défendre et de créer des plateformes de complicité, et de lutte commune, de choses communes. Parce que nous faisons face à des défis de plus en plus brutaux et violents. Ruth rappelait la question, par exemple, du climat, enfin, de la crise climatique et de la crise de l'humanité auquel on fait face. Et là, tous ces discours ne servent à rien. Il faut faire un effort aujourd'hui de pensée, un énorme effort d'imagination aussi contre cette machine idéologique et ça qui avance comme ça. Mais en même temps, Carolina le rappelait, on n'est pas dans un monde égal. Hein. Je veux dire, en Europe, par exemple, en Pologne, il y a une régression totale sur les droits des femmes. En Europe même, il y a des régimes autoritaires néofascistes auxquels des femmes peuvent participer. Donc, ces dangers-là font partie des luttes à mener. Et donc, ce n'est pas simplement pour reprendre votre première question, l'égalité des sexes, c'est que elle ne peut pas se penser en dehors de tout cet environnement. Elle ne peut pas du tout se penser en dehors de tout ce que nous confrontons aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose à ça ou Un petit truc. En fait, moi, enfin, je commence à voir justement, effectivement, comme Françoise l'a dit, maintenant aujourd'hui, tu peux être de droite et te revendiquer féministe. Et le truc, c'est que, en fait, moi, comme j'ai tellement une idée claire du féminisme que je défends et que je veux défendre et qu'est-ce qui est du féminisme pour moi, qu'en fait, pour moi, c'est tellement que des paroles à boire pour essayer un peu d'attirer du monde et pas en fait passer pour des fachos parce qu'ils peuvent toujours se cacher derrière justement cet attirail de ah mais non on est féministe, regardez on a tant de femmes, tant de LGBT qui nous suivent qu'en fait moi je trouve juste que c'est limite manipulatif en fait ce qu'ils font, c'est vraiment c'est très marketing, c'est vraiment dirigé très marketing. Donc déjà en fait quand c'est dirigé marketing et que ça implique le gros capitalisme, là ça sent déjà mauvais. Mais en plus de ça, je trouve que c'est très dangereux parce qu'il y a des gens qui pourraient facilement tomber là-dedans. Et en fait, le truc, c'est que le problème ne se règle pas parce qu'en fait, eux, ils font ça tout simplement dans une quête de se faire bien voir et pour un peu montrer qu'ils sont progressifs alors qu'il n'y a rien de progressiste à ce qu'ils font, à ce qu'ils mettent en place. Et en fait, moi, c'est ce qui me dérange beaucoup, c'est le fait de voir comment est-ce qu'ils ont en fait maintenant instrumentalisé, voilà, c'est le mot que je cherchais, l'instrumentalisation du féminisme parce que ça les arrange et qu'aujourd'hui, comme les revendications, elles se font, bah, ils vont aussi un peu sauter sur l'occasion et sauter sur la tendance. Mais au moment où, si la tendance, elle se fane, là, on sait très bien que ce sera les premiers, en fait, à sauter hors du truc, quoi. Donc, moi, c'est ce qui m'inquiète beaucoup, c'est le fait de comment est-ce que ce féminisme a été instrumentalisé par la droite et, en fait, justement, le danger que ça fait parce que les gens les plus vulnérables vont très facilement tomber là-dedans, quoi. Très bien. Bon, il est déjà 6 heures, on a déjà 2 heures d'enregistrement, on va essayer de conclure. Pas que je vous libère trop tard. Moi, mon côté naïf veut quand même que j'essaie de trouver des solutions à tout ça. Est-ce qu'il faut du coup repenser les relations hommes-femmes? Est-ce que c'est juste inhérent au système patriarcal et c'est juste étatique? Ou est-ce que nous, de manière locale et de manière individuelle, on peut essayer de pallier à tout ça? Carolina? Non, non, bien sûr, enfin, ça ne fera pas tout, hein, la charge individuelle. À partir du moment où tout le monde se pose des questions, mais que les structures ne changent pas, on ne peut pas forcément arriver à grand-chose. Mais pour moi, c'est une combinaison.
C'est un peu comme l'écologie. Enfin, ça sert à rien de juste demander aux gens d'arrêter d'acheter des pailles et de changer leur comportement de consommateur si à côté, tu as des giga-entreprises qui continuent de polluer massivement le monde. Le but, c'est de... je pense que dans la sphère individuelle, c'est que ça permet de réaliser euh, les enjeux, en fait. Quand tu te questionnes déjà dans ton quotidien, dans ta vie privée, dans ton couple, dans tes amis, c'est déjà une bonne façon de commencer à réfléchir ensuite à qu'est-ce qui peut être fait. Parce que aller de 0 à 100 comme ça d'un coup, je pense pas que ce soit très possible. La remise en question de notre monde et de nos différents systèmes, je pense qu'elle passe inévitablement par la remise en question de soi mais que ce n'est pas une fin en soi. Genre changer son comportement avec sa copine ou sa sœur ou sa mère, c'est pas suffisant en fait. Concrètement, tout le monde ne veut pas être militant, tout le monde ne veut pas se battre, tout le monde ne veut pas faire de l'associatif, tout le monde ne veut pas s'engager, faire des choses qui très souvent sont de l'ordre de l'illégalité aussi, hein, parce que aller contre le système, c'est du coup ne pas respecter ses règles. Et donc, c'est souvent aussi se retrouver dans des situations où on fait des choses qui peuvent nous porter préjudice. Et à partir de ce moment-là, comme tout le monde ne veut pas faire ça, et ben forcément, c'est plus difficile en fait de faire comprendre aux gens que oui, en fait, on parle d'une vraie lutte. On ne parle pas juste de mettre le point médian quand tu parles et ça fait de toi le parfait féministe et que tous tes privilèges masculins sont démantelés. Non, en fait, ça passe par tellement, tellement, tellement de, de, de vecteurs et de capacités d'action différentes que je pense que c'est un bon début, disons. C'est un, et pour moi, c'est même, je dirais, c'est le minimum syndical. Le fait que les gens questionnent leur vie privée, déjà, c'est le minimum syndical et qu'ensuite, les personnes qui s'en sont capables et qui ont envie de... Enfin, je veux dire, les hommes, par rapport au féminisme, ils peuvent clairement occuper une place qui nous est utile. Je pense, par exemple, moi, je suis dans un groupe de militantes féministes dans lequel, quand on fait des actions, c'est les mecs, des meufs qui sont là, qui nous font à bouffer, qui s'occupent des enfants, qui vont nous permettre de faire ce qu'on a à faire et qui, eux, prennent le relais, entre guillemets. Et c'est même pas une question de prendre le relais, c'est qu'en fait, c'est aussi leur place de faire ça. Et donc, c'est de se rendre compte que c'est aussi ça, c'est de mettre un peu sa vie à soi de côté et de permettre à d'autres de faire ce qu'ils ont à faire, quoi. Donc, je dirais les deux sont nécessaires. Françoise, assez succinctement, vu qu'on n'a plus trop de temps. Tu peux répéter la question plus. Ma question c'était est-ce qu'il faut changer les rapports hommes-femmes de manière locale et indépendante ou est-ce que tout ça, ça dépend juste d'un système et est-ce que c'est juste étatique? Non, c'est bien sûr, on peut changer les rapports. C'est que les hommes doivent prendre conscience, les hommes doivent prendre conscience d'un système qui les opprime eux-mêmes, enfin, et dont ils tirent évidemment des bénéfices, mais que si ils veulent poursuivre le système quel qu'il est, ben, le monde va à sa perte. C'est pas compliqué. Et quand je parle des hommes, c'est vraiment le fait d'un système masculiniste violent qui domine le monde, quoi, qui détruit la planète et qui détruit les peuples et qui détruit les rivières. Et qui vraiment, et que de toute façon, donc là, pour moi, la lutte, c'est l'humanisation du monde. C'est humaniser le monde. Pour l'instant, le monde, il n'est pas humain. Il y a toutes ces théories de philosophie décoloniale caribéenne qui dit qu'en fait, ce qu'on a, c'est l'homme pour l'instant. On a la domination de l'homme. On n'a pas encore l'humanité pleine et entière, puisqu'il y a eu une division entre l'humanité qui compte, les vies qui comptent et les vies qui ne comptent pas. Les vies qui sont à protéger et les vies tuables. Et le travail, c'est ça. Mais les femmes le portent. Je trouve que les mouvements qu'on voit surtout en Amérique du Sud sont extraordinaires, de porteurs extraordinaires d'énergie, mais pas seulement ça, de théorie justement là-dessus. Quand elles disent le violeur, c'est toi, c'est l'État, c'est le juge, c'est vraiment. Et que c'est des femmes qui se battent en même temps avec les peuples autochtones qui se battent pour le droit à la terre. C'est là les luttes. Donc je pense que il faut partir des demandes des personnes toujours les plus mises en situation, les plus précarisées, les plus vulnérabilisées. Parce que c'est sur elles que reposent toutes les inégalités. Et donc de partir de leurs demandes élargies, et donc pas de demandes mais quand je dis privilégiées, je ne parle pas nécessairement des milliardaires, hein, je parle de personnes qui ont une vie plus confortable,
et d'écouter cela et de vraiment de mener les luttes. Parce qu'aujourd'hui, le monde est très extrêmement brutal. Il y a des gens qui vivent dans une pauvreté terrible. En France, dans le pays le plus riche, un des pays les plus riches du monde, je n'ai pas besoin d'aller je ne sais où. Et il y a quelque chose qui est en train de détruire. Et Carolina le rappelait, la pandémie a accentué la violence contre les femmes, la violence contre les enfants, la violence contre les personnes âgées, contre les migrants, contre les trans, les travailleurs du sexe. On ne peut pas vivre dans un monde d'une telle brutalité. C'est un monde d'une brutalité insupportable. Donc, de dire, ah oui, mais alors les féministes, vous voulez l'écriture inclusive et c'est contre ça qu'on va se... Mais regardez ce qui se passe, sortez dans la rue et dites-vous, est-ce que c'est le monde que je souhaite? Est-ce que c'est cela, le monde que je souhaite, avec des femmes qui viennent nettoyer tout le monde pour qu'on puisse aller dans les centres commerciaux, tout ça, à 5 heures du matin, et qui ont le corps brisé par leur travail, sont exposés à des produits chimiques, à des maladies, des éboueurs, tout ça. Mais moi, voilà, ce qui m'occupe, c'est que finalement, je n'ai pas suffisamment de reconnaissance. Non, il y a un enjeu aujourd'hui qui est un enjeu global et c'est vrai qu'il y a des luttes féministes qui portent ces enjeux globaux, qui sont les écoféministes révolutionnaires, les afroféministes révolutionnaires. Quand je dis révolutionnaire, pas nécessairement la barricade, mais la volonté de transformer le monde. Et tous les autres féminismes, c'est du blabla, comme on dit. Ça cause, mais ce n'est pas des féminismes qui vont nous aider à cette transformation, au fait que le monde soit plus paisible. Ruth, pour conclure, de manière assez brève. Ouais, alors moi, je dirais, tout a déjà été dit et je pense que je rajouterais tout simplement quand en fait une personne, par exemple, quand on parle des hommes, des blancs, des personnes cis, des personnes hétéros, en fait, de ne pas se sentir frustré ou offusqué ou attaqué en soi parce qu'en fait, on dénonce un système et c'est juste que ce système, comme je l'ai expliqué avant, il est articulé par des individus. Donc clairement, pour pouvoir voir un changement se faire, il faut que déjà les individus eux-mêmes face aussi de leur bonne volonté pour améliorer tout ça. Donc, quand on dénonce ça, les personnes qui savent qu'ils font déjà le nécessaire, ils ne vont pas se sentir attaqués par rapport à ça. Et c'est ce que je dis toujours, c'est si tu te sens attaqué, que tu te sens justement un peu pris à partie quand on dit les hommes, les blancs, quoi que ce soit, c'est qu'en fait, peut-être remettons en question, c'est qu'il y a quelque chose que tu dois aller creuser, il y a quelque chose que tu dois justement essayer d'améliorer. Donc, toujours penser système, parce qu'on vit dans un système qu'on a été éduqué dans ce système, du coup, il y a énormément de biais implicites qu'on a et tout le monde en a. Et c'est juste que quand on dénonce ou quand on pointe du doigt, par exemple, un comportement pas OK, au lieu de se braquer, plutôt de se remettre en question et essayer de comprendre quelle était la faute, comment est-ce que ça peut arriver et comment je peux faire pour ne plus est-ce que ça arrive. Donc, c'est vraiment une volonté personnelle et individuelle qui doit être là pour pouvoir faire changer les choses, quoi. En tout cas, merci à toutes les trois, c'était super, c'était très 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 enrichissant. J'invite absolument tout le monde à aller se renseigner sur vos travaux respectifs à chacune d'entre vous. La chaîne YouTube de la Carologie, la chaîne YouTube de Ruth Noémie et les ouvrages de Françoise Vergès. Je vous souhaite une très bonne soirée, merci encore et à bientôt. Merci de nous avoir invités, merci à Ruth, merci à Carolina. Merci à tout le monde. Allez, salut. Et à toi. Au revoir.